Feinte contre Ward. Semaine. Dupuis. Feinte tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Kevin Ainsi ça, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussi à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tire! Quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Marc-Antoine Gélina des Éperviers de Sorel-Tracy, pendant que mon fidèle collègue David, je crois, a des problèmes avec sa connexion Internet. Donc, on va commencer ça tout seul en attendant qu'il revienne. La saison avance, mesdames et messieurs. Il ne reste pas beaucoup de parties là, à la saison. Du hockey de plus en plus excitant. Et je vais en profiter pour peut-être dire quelques salutations là, pour commencer à Stéphane Bellé qui dit « Salut messieurs ». Alexandre Raymond qui dit « Bonsoir ». Yann Gaudreau qui dit « Bonsoir mon cher messieurs ». Bonsoir à David aussi, même si David est quelque part. Et Yann qui dit également bonsoir à ton invité. Je vais juste écrire à David. Et voilà. Donc, Stéphane Bellé qui dit David n'a pas payé son compte Internet. Il va falloir lui demander là, à son retour. On pourrait peut-être commencer là, avec quelques nouvelles là, à travers la Ligue, des nouvelles qui nous intéressent cette semaine. Donc, on a eu quelques plateaux, à savoir Gabriel Bilodeau là, qui a eu son 100e point en carrière ce week-end. Donc, a eu son plateau en 96 parties seulement, donc quand même assez remarquable. Lors de la partie de dimanche, sur un but d'Anthony Verret, donc Danny Potvin qui a également eu son 100e point en carrière dans l'NH. Et on a un gros plateau également, Maxime Lecourt là, qui a atteint la barre des 300 points en carrière dans la LNH, donc le capitaine de l'Assurancia de Thetford. On va enclencher donc avec peut-être il y a eu des petits articles là, sur TVA Sport là, écrits de la plume de Jonathan Bernier, donc lors du dernier week-end. Il y a eu 2 articles là, sur Donald Brashear. Il y a une publication là, qui a été publiée peut-être 1 heure là, sur le site de la LNH également, qui en fait mention. Donc, Donald Brashear là, qui, dans ces articles-là, parle de sa passion pour le hockey, lui qui joue avec les Marquis de Jonquière cette année à 52 ans. Et on vous rappelle là, dernièrement, on avait sorti la statistique là, qui avait été peut-être le seul joueur, là, le joueur le plus âgé à avoir marqué un but dans une ligue professionnelle, là, toutes ligues confondues. On ne parle pas juste de la LNH là, ici. Et David, de retour. Il n'aura pas de facile. Tu m'as fait peur. Colin, il n'aura pas de facile. Pendant l'intro, l'intro jouait là, avec la petite tonne, puis nos affaires ont planté, en tout cas. Yes. Donc, j'ai parlé ici, j'ai fait les 3 plateaux et j'ai parlé des 2 articles de Jonathan Bernier sur Donald Brashear. Puis il y avait Stéphane Bellé qui voulait savoir si tu avais payé ton compte là, d'Internet. Ouais, en fait, c'est ça que je t'allais faire pendant. OK. Pendant que je n'étais pas là. Que je vais peut-être te laisser continuer avec les 3 étoiles pendant que je partage le podcast sur les différents groupes.
Ouais, donc les 3 étoiles de la semaine, là, quand même, ben, tu sais, l'Assurantion a connu une bonne fin de semaine. 2 victoires ont marqué un total de 14 buts ou 13 ou 14 buts en 2 matchs. Donc, ça a fait des grosses statistiques. Donc, 3 étoiles là, de l'Assurantia Thetford Mines. 3e étoile, Maxime Lecourt, en 2 matchs, là, 3 buts, 3 passes, a récolté son 300e point en passant par là. Ensuite de ça, 2e étoile, Stéphane Fournier, quand même taux de chapeau là, à Laval le jeudi, rendu avec 7 buts en 4 matchs depuis son arrivée à Thetford Mines. Donc quand même, là, quand on parle d'une acquisition du tonnerre, là, à la limite là, des joueurs, des agents libres qu'on pouvait signer, je pense que ça n'est toute une, Stéphane Fournier. Quand même, c'est quand même un drôle de taux de chapeau. C'est quand même 2 buts sur 3 qui étaient dans un filet désert. Là. Puis Alexandre Goulet, la première étoile. Donc Goulet, là, qui vraiment, plus la saison avance, plus retrouve ses airs là, d'Alexandre Goulet de son année recrue, qui avait marqué 1 but par match là, de toute la saison. Donc 3 buts, 3 passes, là, 6 points en 2 matchs lui aussi en fin de semaine. Il est rendu là à 40 points. Il est rendu, là, je pense, 7e pointeur là, dans la ligue. Donc, si tu enlèves les joueurs de Laval, puis Saint-Cyr et Marcotte là, à Rivière-du-Loup, là, et c'est lui le suivant dans tout ça. Donc, Alexandre Goulet. Donc, voilà pour les étoiles de la semaine. Petite mention aussi du côté de Laval. On jouait 3 matchs là, du côté de Laval. Donc, c'est sûr, plus d'opportunités de ramasser des points. Là, mais Joël Caron, qui a connu une belle fin de semaine de 5 points. Nathan Larose, 4 points en fin de semaine. Jonathan Joannette aussi. Qui s'est approché à 1 point de Maxime Saint-Cyr et de la tête des pointeurs. Là. Il y a quelques joueurs de Laval là, qui sont rendus à 2-3 points. Là, Brandon Hamelin également. Donc, ça va être intéressant. Là, on est rendu avec une course là, au sommet des pointeurs. Puis au niveau des buteurs, là, il reste seulement 2 fins de semaine. Maxime Saint-Cyr avec 23 buts. Maxime Lacroix, là, qui a recommencé là, à marquer, il avait connu une petite disette, mais là, marqué 2 buts en fin de semaine, il est rendu à 21 buts. Donc, a atteint le plateau des 20 buts. Puis Joël Caron, qui est à 19 buts, pas très loin derrière. Donc, voilà. Je pense que j'en oublie-tu un qui a 20 buts également? Peut-être Joannette. J'ai pas... Tellement j'ai mes stats devant moi, là, il a fallu que je reparte l'ordi. Mais en tout cas, il y avait 3 joueurs, il me semble, qui étaient... à 20 buts, hein? Ça va. Vraiment, Joannette, l'autre. Joannette, 20 buts également. Ça, Joannette, l'autre, c'est ça. Donc, le fameux plateau des 20 buts, c'est comme un peu l'équivalent de 20 buts dans la Ligue américaine, là, si on fait le comparatif sur, mettons, 82 buts, puis une saison de la NHL, là, c'est une saison d'à peu près là, 45 buts, là, si je me trompe pas. Là, c'est un petit peu en dessous du 50. Donc, tu sais, c'est quand même... C'est un bel équivalent, comme le plateau des buteurs dans la Ligue américaine. C'est pas mal réussir une saison de 20 buts. Là. Donc, il y en a 3 qui l'ont fait. Caron, là, qui est à 19, là, pas loin derrière. Donc, quand même intéressant là, de voir ça. C'est-à-dire la conversion, là, dans le fond. 36, ouais, la conversion. Versus 82. Là. C'est ça, ouais, la petite règle de 3 là, qu'on faisait à l'école. Là. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, je ne sais pas si tu avais parlé, il y a une suspension qui avait été annoncée aujourd'hui. Non, je n'en ai pas parlé. Okay, ouais, ben, Garrett Clark, là, qui a été suspendu 3 matchs, là, c'est pas en tout cas, ça a l'air d'être un geste là, que les officiels auraient peut-être raté pendant la rencontre, parce qu'il n'avait pas été puni sur la séquence, mais avait donné un coup de bâton là, à Maxime Chagnon suite à une mise en échec, là, que, dans le fond, un coup de bâton dangereux qui lui vaudra 3 matchs de suspension. Les détails sont sur le communiqué des sanctions émises sur le site de la Ligue et ça a été publié également là, vers 16h plus tôt là, cet après-midi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça faisait le tour. J'avais pas d'autres. Il y avait un article également là, qui était de Kevin Dubé, Journal Québec, là, qui faisait la mention là, de que la LNH aurait peut-être des équipes là, d'expansion l'année prochaine. On avait évoqué les villes de Québec et de Saint-Hyacinthe dans l'article, là, mais on n'a pas de confirmation et plus de détails. Là, ouais, c'est encore dans...
C'est ça. Il n'y a rien de confirmé. On disait aussi dans l'article Québec que c'était vraiment un but, que c'était un marché visé. Peut-être pas l'année prochaine, mais qu'à court moyen terme, c'était vraiment un but là, d'avoir une équipe à Québec. Là. C'est quand même un marché assez central là, qui relierait quasiment un peu toutes les équipes de la Ligue. Ouais. Mm-hmm. Sinon, ben, c'est sûr qu'une autre équipe, il y a tellement de joueurs aussi qui proviennent de la région de Montréal, une autre équipe là, pas trop loin, là, à moins d'une heure de Montréal aussi, à Saint-Hyacinthe. C'est sûr que ça aussi, c'est intéressant pour la Ligue. Exact. Et dans le fond, je voulais aussi parler de la campagne de financement des Jeux du Québec là, par le moitié-moitié, LNH 50-50 est en cours là, en ce moment. La dernière fois que j'ai regardé tantôt, il y avait environ 3600 d'amassés. Donc, je pense que le prix du gagnant est alentour de 1800 en ce moment. Je vais mettre une petite bannière défilante. Là. Oui. Donc, vous pouvez aller cliquer là, sur le site de la Ligue. Là, il y a une bannière pour le LNH 50-50 et également là, un onglet là, dans le menu là, que vous pouvez aller cliquer là, qui va voir. Donc, les Jeux du Québec là, qui sont en cours en ce moment là, jusqu'au 9 mars à Sherbrooke. Puis, je pense que ça faisait le tour là, des nouvelles. Je pense que non, ça, j'avais pas rien d'autre. Sinon, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Marc-Antoine Gélina. Yep. Salut les boys. Salut Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien? Yes. T'as pas la petite intro, Seb? Non, j'ai oublié aujourd'hui de faire l'intro. Mais le pire, c'est que je suis préparé plus d'avance, puis j'ai des choses pour toi à la fin que j'ai. Je vais être gâté. Ça, t'as des beaux chandails, Marc-Antoine, en arrière? Ben oui, c'est des beaux souvenirs, ça. Mon premier chandail junior à l'île du Prince-Édouard, puis l'autre bord, mon chandail que j'ai utilisé quand j'étais aux États-Unis, là, à Wichita. Donc, deux beaux petits souvenirs à garder pas loin. Super. On va en parler un petit peu plus tard, là, de ta carrière, les faits saillants, là, un peu, que ce soit junior là, ou professionnel. Mais on va parler un petit peu là, des éperviers de Sorel Tracy. Inutile de dire qu'en ce moment, ça va pas très bien. On est sur une séquence de 7 défaites consécutives, là, mais quand même, il faut se rappeler qu'on n'est pas si loin là, dans la course au classement, même si commence à manquer de match pour remonter. Mais parle-nous donc un peu là, de la saison dans son ensemble, Marc-Antoine. Ben, c'est une saison qui a été un peu en deux temps. On a eu un départ solide, puis on ne se le cachera pas, là, Dero a fait une solide job depuis le début aussi, puis il y a bien des grosses victoires qui ont été gagnées, puis c'était un travail d'équipe, mais je te dirais que tous les morceaux fit ensemble en début de saison. Puis là, c'est ça, en ce moment, on dirait que les morceaux, ça coordonne moins. On dirait que ce soit, peu importe à quelle place, on dirait qu'il y a une pause de même d'une saison, des fois, qui arrive, puis Colin, c'est plus tard. Tu sais, je l'ai déjà vécu dans ma carrière plus jeune, des séquences de même. Puis, tu sais, quand t'es junior, puis t'as 60-70 games d'une saison, ça passe quand même vite. À un moment donné, le moyen de se retourner de bord va plus vite. Mais là, c'est sûr que on voit la fin de saison. C'est pas évident, mais quand on regarde le groupe qu'on a dans la chambre, on a des gars qui ont gagné des coupes, autant les deux Malouins à Jonquière, les gars qui étaient avec moi en 2019, puis il y a les autres qui ont gagné en 2018. Fait que il y a des gars qui savent comment gagner, puis c'est juste une question de temps. Là, un coup que la confiance va repogner, quand t'en perds 7 de suite, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus difficile de recrinquer ça, puis mais c'est pas le vouloir qui est pas là. On voit les gars avant la game là, dans la chambre, il y a des discours qui se passent. Tu vois que tout le monde veut aller dans le même sens. C'est ça qui est bon. Il n'y a pas une équipe. Dans le vestiaire, l'ambiance, quand même, les joueurs là, sont pas contents de perdre. Ça veut dire c'est quand même positif parce que si on s'en foutait, c'est là que ça serait grave. Ah oui, c'est là que ça serait grave. Puis, tu vois les gars qui se posent des questions, qui s'assoient à côté de l'autre à jaser, à essayer de trouver des solutions, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut amener de plus.
On a eu des bonnes pratiques les dernières semaines. Les gars sont là. Les gars se pointent aux pratiques. La plupart des gars qui peuvent tous être là, il y en a qui ont des responsabilités familiales ou autres qui peuvent pas. Mais je te dirais qu'en majeure partie, là, on est vraiment dans le bout tout ce que tout le monde est en train de buy-in. Puis je te dis, c'est juste une question de temps avant que tout le monde leur prenne la confiance. Là, je pense que c'est un peu général qu'on se fait scorer un but, c'est humain. Là. On se fait scorer un but, c'est plus tough. Puis, les buts veulent pas venir. On n'est pas chanceux. On pogne des poteaux. Puis, des fois, les power play, Christy veut. Elle s'en va pour aller dedans, mais on bourdonne, mais elle rentre pas. Fait que, c'est une question de temps. Un coup que ça va débloquer, là, la confiance va revenir. Le groupe l'a fait en début d'année. Là. Fait que, je suis pas inquiet, là, ça va repartir. Là. Puis, justement, là, c'est quoi, selon toi, là, la clé là-dedans pour justement rentrer, parce qu'il reste juste 4 matchs, là, 2 fins de semaine, la saison régulière, ça va être quoi la clé pour Sorel de justement réussir à ramener le momentum de leur bord puis rentrer en série là, avec la confiance? Parce que comme ça regarde là, le Sorel risque d'affronter Laval. Là, ça pourrait peut-être changer, mais ça risque d'être ça. Puis Laval, c'est quand même une machine de hockey cette année. Là, fait que ce serait quoi, selon toi, la clé pour justement que Sorel là, se rentre en série plus en force, mettons? Il ne faut pas regarder trop loin. Je pense qu'il y a une coupe que, quand je parlais, là, on donne un but, on voit déjà à la fin de la game, Colin, ça va être tough. Il faut voir 5 minutes à la fois, une shot à la fois, un chiffre à la fois. Il faut que les gars, ça va revenir, un chiffre va devoir prendre confiance un après l'autre. Puis, une victoire va nous faire du bien. Là. On a eu une victoire, là, ça fait un petit bout, là, mais on a eu une victoire contre Saint-Georges. Tu sentais qu'on était déjà sur une passe plus tough aussi déjà à ce moment-là. Puis la victoire nous a fait du bien. Tu vois, c'est une question de temps avant que ça se replace puis que la confiance se reparte. Fait que, on a 2 games en fin de semaine. Ils sont capables de coller 2 grosses games puis on est capable d'aller chercher 2 victoires. Après ça, le groupe qui était là en début d'année, il est encore là. Fait que c'est de prendre les petits détails un après l'autre. On voit trop loin par moment. Ça, on se le fait dire aussi là, quand on voit des scores comme les games vont, puis si on fait juste s'imaginer que c'est ça qui s'en vient, c'est sûr que ça va être tough, mais une game à la fois, d'aller chercher des games serrés. On ne gagnera pas des games 5-6-1. Ça va être des games. Ça, j'allais dire, une game à la fois, on ne regarde pas le classement. Exactement. Puis, il ne faut même pas, même pas regarder le classement, mais même pas regarder le score. Si c'est 1-0 l'autre bord, on va en scorer 2, puis on va en lâcher 2. Il ne faut pas en donner, puis il ne faut juste pas être trop stressé là-dessus. C'est un petit peu là qu'on en est en ce moment. Puis la journée qu'on va être capable de pogner le lead et de le garder, la confiance va reprendre, puis on va... Non, je ne suis pas inquiet. Là. On peut être une très belle surprise en arrivant en play-off. Oui. Puis sinon, si on peut faire peut-être un parallèle, là, as-tu un temps, pas mal tous les gars rendus à ce niveau-là là, ont beaucoup de vécu là, au hockey, mais as-tu quelque chose, mettons, que tu pourrais t'inspirer dans ta carrière, là, que justement, tu as probablement déjà connu ça, ce type de séquence-là, que ce soit dans le junior, dans le pro, même dans les grands aussi. J'ai eu ma première grosse séquence, c'était à Gatineau dans le temps, puis je pense que ça devait être un 13-14 games en début de saison où c'était catastrophique. Là. On perdait, puis le groupe avait des bons joueurs. On avait Paul Byron avec nous autres, on avait des super de bons joueurs dans le club, puis on n'était pas capable. Il y a eu, je pense, 2 ou 3 coachs qui ont passé pendant cette période-là. Clairement, c'était pas une question de coaching staff ou de quoi que ce soit. Le groupe n'a pas tant changé dans cette séquence-là, mais un coup que la machine a reparti, on a fini 3e cette année-là dans le classement général, avec beaucoup de retard en partant. Souvent, c'est juste un coup que la machine à repart, elle y va. Puis c'est ça qui n'est pas inquiétant avec nous autres, c'est que les gars sont là, on a un bon groupe de gars. On regarde le corps de défense, à l'attaque, un coup que ça va débloquer, ça va repartir. Puis c'est sûr, je l'ai vu à Trois-Rivières aussi, on a eu notre lot de séquences avec des défaites, puis je me souviens, en fin de saison, la première coupe à Sorel, on avait mangé une coupe de volée contre Sorel, puis on est rentré en play-off, puis on menait 2-1 à la série pareil contre Sorel en partant. Fait que, ça a tombé 2-2, puis je pense que la game 5, c'était une victoire en overtime. Ouais, c'est ça qui a changé. Ouais, c'était Puis on menait avant la fin de la game. Fait que, les surprises de même peuvent arriver, puis si je compare les 2 clubs, honnêtement, je suis pas mal plus confiant avec ceux-là qu'on a en ce moment. Là. Je sais pas si Dave, tu avais une autre question. Je voulais commencer à parler un peu de la carrière.
Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. On va en reparler un petit peu plus tard. Quand même, on a eu des moments positifs. Là. On va parler de la Coupe en 2019. Oui. Mais avant, je voulais savoir, là, parler un peu de ton parcours junior quand même. Tu as fait 5 équipes en 4 ans, je ne me trompe pas. Est-ce qu'on t'appelait Suitcase Julina, quelque chose de même? Hey, c'est drôle parce que dernièrement, on s'était fait poser la question là, par Julie qui allait nous poser la question pour les clubs qu'on allait jouer. Puis tout de suite, en partant sur le gros, je pense que c'est Dan Malouin qui m'a mis une vidéo d'un gars avec des valises. Puis ça. Fait que oui, ça a été souvent le running gag, honnêtement. Ouais, j'ai fait des valises souvent quand même. Mais tu sais, ça a été souvent des questions de circonstances. Tu sais, la première année, les clubs ont cherché à avoir des gars plus vieux. J'avais 18 ans, puis j'avais pas d'expérience dans la ligue encore. Fait que tu trouvais un backup, c'était pas l'optimal. J'avais tant des goalers jeunes avec moi. Puis finalement, je me suis ramassé ça à l'île du Prince-Édouard. Puis eux autres, il y avait un numéro 1 qui était bien établi, mais ils voulaient un gars qui était là pour prendre un petit peu de game. Puis finalement, c'est drôle parce que la situation a reviré de bord complètement à ce moment-là. Puis tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps eu justement à l'île du Prince-Édouard, c'est l'année que Bobby Nadeau s'est envenu à l'île du Prince-Édouard pour s'éloigner de Chicoutimi puis du marché de Québec. Fait que là, par la force des choses, j'ai comme été souvent barouetté dans un échange parce que maintenant, j'étais comme pas le gars de trop, mais on avait trouvé quelqu'un d'autre en alternative. Fait que, ouais, les valises, c'est assez, là. T'as fait un peu si on veut, les maritimes. J'allais dire les 4 coins du Québec, là, mais il y a un petit peu de maritime aussi là-dedans aussi. Des endroits que tu as joué, c'est lequel, je dirais que tu gardes les meilleurs souvenirs? Ou je dirais Gatineau. Gatineau, honnêtement, là, pour avoir joué dans le vieux Gartin, toute la tension médiatique qu'il y avait là-bas à Gatineau, là, c'était assez impressionnant ce qui se passait. L'équipe venait de gagner la Coupe en plus l'année d'avant. Puis on avait encore une bonne équipe, même si, personnellement, ça a été probablement ma pire année junior. Puis l'équipe aussi, on avait connu des ratés en début de saison. On n'a pas fait une longue run en playoff, mais ça a été super trippant. Honnêtement, le groupe de gars qu'on avait là-bas, c'était vraiment trippant. La ville, c'était la belle époque aussi. Je sais que c'est revenu solide à Gatineau, là, mais c'était les belles époques là, du Gartin. Les games de playoff, là, quand on arrivait là, c'était bondé de monde. T'avais du bruit, ça n'avait pas de bon sens. La ville était partisane. T'avais les journaux aussi là, qui embarquaient là-dedans toute l'année. Fait que, non, ça a été un super de beau bout dans le marché québécois. Là. C'est sûr que quand tu es dans les maritimes, c'est un petit peu différent. C'est populaire, mais c'est rien à comparer avec ce que le marché de Gatineau avait à l'époque. Là. Il y avait dans ton équipe, tu avais parlé un peu Paul Barron aussi, Alex Kennel, JP Chabot. Oui, exact. On avait des très, très bons joueurs. On a encore plusieurs joueurs qui jouent encore aujourd'hui. Puis c'est pour ça que le début de l'année, c'était spécial un peu qu'on perde, mais c'était une équipe qui cherchait et qui n'avait pas trouvé rien. On n'avait pas trouvé qu'un fond solide. Mais honnêtement, on avait un bon petit groupe. Puis c'est pour ça qu'on avait perdu justement contre Shawi. Qui s'était rendu en finale puis qui, honnêtement, avait le club pour tout gagner cette année-là. Là. Fait que, non, c'était une super de belle année cette année-là. Je voyais dans ton Elite Prospect, là, c'est écrit que tu étais à Val d'Or, mais tu n'as pas joué de game. Donc, j'ai fait mes valises puis je suis reparti. Hey, là, c'est encore pire que ça parce que Val d'Or, j'ai été repêché là. Fait que, la première année, c'est l'année qu'ils se sont rendus en finale. Puis il y avait Brad Marchand, Christopher Letang. Le club était solide. Fait que j'avais joué Junior 3 cette année-là. Puis l'année d'après, c'est ça, j'étais allé au camp. Ils ont décidé de garder un gars de 19 ans à la place. Ils ont fait un échange dernière minute pour aller chercher un gars de 19 ans. Fait que pour ça, j'ai comme fait des traces. Je pense que j'avais commencé le début de saison, je pense en 2006. Je pense que c'était l'époque c'était Alex Vincent qui était goaler à Val-d'Or. Puis l'année d'avant, il avait garoché son bâton dans les estrades en fin des playoffs. Ouais, il avait pogné, je pense qu'il avait pogné un 4-5 games de suspension. Fait que c'est pour ça qu'il n'avait pas pu commencer l'année. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit, j'étais juste assis sur le banc. Okay. Un gros passage marqué à Val-d'Or. Tu as quand même joué quarantaine de parties là, lors de quelques saisons, eu des statistiques, quand même des bonnes statistiques. Est-ce que tu as eu des contacts avec des équipes professionnelles là, pendant ton parcours junior?
Oui, j'ai eu quelques bons moments. C'est sûr que j'ai été repêché en 11e ronde. J'ai été retranché 2 fois à mon camp à 18 ans. Fait que je pense qu'il y a bien du monde qui avait un peu pas lancé la serviette, mais que quand je me ramassais à quelque part et que ça allait bien, souvent il y a beaucoup de monde qui pensait peut-être que c'était un feu de paille. Là, ça va finir par s'éteindre. Comme il y a bien des goalers qu'on a vus à n'importe quel niveau qui se tombent sur une séquence qui paraissent bien, puis finalement, ben, le gars, ça lève plus après, puis ça lâche. Non, j'avais eu, puis mon année 20 ans, c'est là que ça a été ma meilleure année. J'avais eu quelques contacts, mais c'est tout le temps difficile. J'avais pas d'agent à l'époque non plus. Je pense que même les agents devaient se douter aussi que j'étais peut-être pas supposé de me rendre si haut que ça. Fait que, tu sais, je faisais je recevais des téléphones, mais tu sais, tant qu'il y a personne qui pousse pour toi, tu sais, dans le monde du hockey, là, c'est une grosse business où si tu te fais pousser un petit peu, tu vas avoir des fois des essais à quelque part. J'ai jamais fait un camp national à nulle part. J'étais dans la Ligue américaine après ma dernière année 20 ans, mais ça a été pas mal tout, là. Quand même pas pire pour un gars qui était repêché en 11e ronde, quand on regarde ça. Oui, quand même, honnêtement. Oui, honnêtement, puis tu sais, même moi, quand j'ai été repêché en 11e ronde, on s'entend-tu à Val d'Or, quand tu vois le depth chart de goaler qu'il y avait là, je me dis, ouh là là, il ne restera pas long à faire dans ma carrière, là. Mais écoute, ça a quand même été bien tourné. J'ai été, tu sais, je ne peux pas me plaindre des chances que j'ai eues. Dans mon salé du Prince-Édouard avec un gars qui était le numéro 1, c'était Antoine Lafleur, mais d'être repêché dans le national. Puis je pense qu'il a connu un gros slump qui m'a donné de la place. Fait que des fois, oui, on n'a pas les chances qu'on aurait tout aimé avoir, mais il y en a quelques-unes qui m'ont été profitables là, pour commencer la carrière, au moins. C'est avec qui tes camps de la Ligue américaine? C'était les Sound Tigers de Bridgeport, le club école des Islanders, en 2010. Oui, en 2010. La fameuse année que je pense que c'est Rick DiPietro qui est encore là, qu'on parle de loin. Là. Ben des gars dans la Ligue, ça ne me donne pas c'est qui, mais ouais, c'était. Ouais, ça date d'une couple d'années quand même. Fait que je pense que c'est sa dernière année là, que tout a lâché lui de son côté. Puis fait que non, ça, je suis allé jouer dans Central après ça avec leur club école. Puis disons que quand t'as pas les portes ouvertes ou que t'as pas nécessairement. J'ai pas eu une mauvaise saison, mais j'ai pas eu la saison qui aurait pu m'ouvrir d'autres portes. Fait que c'est sûr qu'après ça, je suis retourné à l'université à la place. Là, tant qu'à faire la valise plus longtemps aux États-Unis, on va aller, on va aller ouvrir les valises à Trois-Rivières. On voit derrière toi là, ton chandail du Rocket de l'île du Prince-Édouard. L'autre, c'est justement ton passage dans la CHL qui est maintenant la East Coast là, avec le Thunder de Wichita. Ouais. C'est comment le Wichita, c'est Kansas? Oui. C'est au Kansas. Au fin fond des États-Unis. Ben, c'était pas si pire, honnêtement. La ville, c'est une ville super récente. L'Arena avait été bâtie, écoute, je pense qu'elle avait ouvert 6 mois avant, là, quand je suis arrivé. Là. Elle avait ouvert en décembre 2000, même, je te dirais, en janvier 2010 que l'Arena avait ouvert. Fait que la ville, honnêtement, c'était super populaire, le hockey. On avait des bonnes foules de 6-7 000 à tous les games. Puis tu sais, l'Arena flambant neuf, c'était super agréable. T'avais un setup A1 super professionnel. L'organisation était super chère. Moi, je suis arrivé là à l'époque, j'avais mon ex avec moi, puis on restait dans notre propre appartement, ce qui est pas chose commune nécessairement au niveau professionnel mineur. Là. Tu co-chambres avec d'autres gars, 2-3 gars dans des appartements. Puis ça, nous autres, on avait un super de bel appartement. Non, ça a été une super de belle expérience. Puis j'aurais aimé le faire plus longtemps, mais on ne se cachera pas que quand tu es dans la Central puis que tu veux monter, il faut que tu retournes dans East Coast. Puis après ça, il faut que tu ailles les call-ups. Plus que j'avançais, plus je voyais que je vais peut-être faire ma valise d'un mineur américain, puis je vais arriver au bout de 30 ans, puis retourner à la maison avec plus ou moins. Là, fait que L'Europe, ça t'aurait pas tenté, peut-être, comme plusieurs joueurs, là, pour voir du pays un peu? Oui, ça aurait été le fun. J'aurais vraiment aimé ça, mais encore là, une question de circonstance, j'ai décidé de revenir à la place au Québec. Un diplôme, ça va toujours pouvoir être utile, ça a grand route. Puis je pensais honnêtement y retourner après mon stage universitaire. Mais tu sais, là, l'équipe à Trois-Rivières était là, le timing était bon pour rentrer sur le marché du travail. Puis,
à un moment donné, tu vis en étudiant depuis une couple d'années, là, tu as envie de pouvoir profiter un peu de la vie autrement. Fait que, j'ai commencé à travailler puis me bâtir une carrière, puis les choses Ça a été la voix de la raison qui l'a emporté. Oui. oui, ça aurait été le fun, mais tu sais... Marc-Antoine, c'est quoi que tu veux faire plus tard? Ouais, encore des valises pour l'Europe ou on reste à la maison, là? Je pense que ça va été brûlé un peu des valises. Justement, tu étais à l'UQTR, là, à l'université. Dans quoi tu as étudié là-bas? En administration, ouais. Profil marketing pour aller dans la vente. Je te dirais que quand tu reviens et tu n'as pas de cégep, tu recherches pas trop loin quel bac tu vas aller faire. Fait que mais ça a été très profitable là, pour ma carrière professionnelle. Là. Puis quand on regarde ta carrière de hockeyeur là, à l'Université de Trois-Rivières, tu as quand même des statistiques assez reluisantes. Parle-nous donc un petit peu là, de qu'est-ce qui a fait là, que justement à Trois-Rivières, tu as été un si bon gardien là-bas. Ben, honnêtement, écoute, tu passes de toutes les saisons juniors et même dans le professionnel, parce que tu joues 40-50 games par année, que tu goals, là. Fait que, on a 60-70 games avec le voyagement. Tu arrives universitaire, tu as 28 games d'une saison. Puis on était 2 bons goalers en plus. Fait qu'on se splitait à job à 2. Il t'en reste 16-18 games au maximum à goaler. Puis tu sais, l'encadrement qu'on avait, on pratiquait à tous les jours, c'était A1, là, c'était très professionnel. Mm-hmm. Puis quand tu jouais les games, honnêtement, j'avais plus d'expérience. J'étais pas loin d'un plus vieux déjà, même si je rentrais dans l'équipe universitaire. Avec mon année professionnelle, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile. J'étais beaucoup moins stressé de le voyagement. On partait la veille pour aller en Ontario. On jouait 2 games à la même place. Il n'y avait pas de fatigue. Puis on ne se le cachera pas, le calibre s'est beaucoup amélioré, mais dans mes années, là, on allait jouer des games en Ontario contre des clubs RMC, là, je veux dire, tu avais moyen de faire un blanchissage. Tu ne faisais pas un blanchissage parce que tu avais mal gaulé. Il y avait bien des équipes qui étaient bonnes pour t'aider statistiquement, mais non. Mais quand même, les spots là, sont quand même restreints, je veux dire, dans les universités au Québec. Là, ah oui, t'es quand même bien tombé que tu as été... quand même, t'as fait ta place aussi. Là. Ben, ça a été un petit peu un concours de circonstances. J'étais aux États-Unis, justement. J'étais reparti dans East Coast à Chicago cette année-là. Puis là, il y a bien des goalers qui descendaient avec des contrats en haut du mien. Fait que je me suis ramassé un petit peu c'est à corde raide. Puis j'ai appelé à Trois-Rivières, puis ils ont tout de suite pris... j'ai été suspendu 1 an, en fait, là, justement, parce que quand tu joues une année complète... aux États, fait que le fit était parfait, puis j'ai de la famille, ma famille vient toute de Trois-Rivières, puis c'était pas loin de la maison non plus, fait que c'était un fit naturel, mais effectivement, là, quand tu regardes, il y a juste McGill, UQTR qui sont au Québec, t'as Ottawa aussi qui peut pallier un peu pour les Québécois, mais non, ça pour le reste, c'est sûr que ces 3 équipes-là sont très bonnes, là. Même t'avais Concordia qui ramassait aussi son lot de joueurs, là. C'est pour ça qu'on voit dans le fond, dans ta fiche Chicago Express, mais pas de game. C'est comme ton année sabbatique. Là, exactement. Non, j'ai commencé l'année-là. Je pense que j'ai été là quelques games, puis j'avais pas goalé une game. Puis finalement, là, maintenant, on va revenir à la réalité. Là. On va revenir à Trois-Rivières. Après ça, là, l'aventure là, de la Ligue nord-américaine, c'est comment... Je veux dire, tu as gagné la Coupe, par exemple, avec les Patriots un année? Oui. En fait, c'est ça. J'ai été suspendu la première année. Puis ma deuxième année, on a gagné la Coupe Queens. On avait toute une machine de hockey, honnêtement. Puis c'était vraiment trippant comme expérience parce que c'est rapproché chez chaque fin de semaine. Si tu vas avoir ta game 7 à tous les fins de semaine, c'est des 2-3. Fait que chaque fin de semaine, puis on avait quand même un parcours, on avait été quand même chanceux, on n'avait pas eu à pogner McGill, qui était notre grosse rivalité. Mais on a joué contre Carleton, c'était des gains, des meilleures, des séries de 2-3, là, tu n'as pas grand lousse. Fait qu'honnêtement, c'était super trippant, puis non, belle expérience, même au championnat canadien aussi, là, fait que une belle année.
Donc, ça, là, pour ce qui est de la Ligue américaine, il y a un commentaire là, dans le chat, Mike Vincent qui dit que ton rang de repêchage s'est amélioré versus la jeune Cup. Tu avais été repêché en deuxième ronde à Trois-Rivières. Donc, parle-nous un petit peu là, de comment ça s'est fait, l'approche là, à l'époque de l'équipe à Trois-Rivières vers toi. Est-ce que tu étais au courant que tu avais été repêché quand tu avais été repêché en deuxième ronde? Oui, bien, ironiquement, j'avais eu des premières discussions avec Saint-Georges. Je suis de Québec, fait que naturellement, on dirait que Saint-Georges, moi, dans ma tête, je connaissais l'organisation pour l'avoir été voir jouer quand j'étais plus jeune. Puis, je sais pas, il y avait un bon fit au départ. Puis, finalement, j'avais parlé avec quelqu'un de l'organisation à Trois-Rivières qui m'avait montré de l'intérêt. Puis, c'est sûr, là, j'ai mon appart à Trois-Rivières, j'allais encore à l'université. Puis, c'est sûr que mon bac, il restait, je pense, quelques cours à faire. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Fait que finalement, ça, j'avais mentionné à Saint-Georges que je préférais retourner à l'université. Mais finalement, c'est ça, c'est Trois-Rivières qui m'a repéré. Ouais, j'avais mentionné à Saint-Georges que je préférais retourner à l'université. Fait que finalement, c'est ça, Trois-Rivières m'avait repêché. Puis, pas trop sachant qu'est-ce qui s'en venait, parce que la Ligue, à l'époque, faisait, je pense, pas mauvaise presse, mais tu sais, c'était beaucoup plus rough. C'était différent. Ça change. C'est ça. C'était très, très différent. Ouais. Puis je me souviens, j'étais allé voir une game, justement, une game de playoff. C'était le Coron Aigué contre Jonquière, je pense. Puis c'est ça. Ah non, je me souviens, écoute, la première game, je vais voir dans la Nord-Américaine à Trois-Rivières. Puis en fin de game, écoute, le score, je ne me souviens plus du score, mais écoute, je ne sais plus quelle équipe gagnait, mais en tout cas, peu importe qui, il était 6 contre 6 à la glace. Les deux clubs avaient enlevé le goaler. Pour être sûr d'être match-up au niveau des gars à la glace. Fait que je trouvais ça quand même assez drôle, assez spécial, mais ça m'avait pas freiné. Là. Je trouvais que c'était un beau setup. Puis en le voyant, nous autres, l'UQTR, où ce qu'on avait. Puis j'ai toujours trouvé ça triste qu'il y avait 300-400 personnes dans nos games aux Patriotes quand c'était un super bon calibre de hockey. Puis là, je voyais les games, eux autres, écoute, il y avait 1000, 1500 aux games. C'était une autre ambiance. Fait que, non, pas déçu d'avoir pris ce chemin-là. Je pense dernièrement, il n'y a pas eu une foule de 3000, 3500 personnes. Oui, il y a eu 3000 passés. Là, c'est sûr que c'était la game. La game 3, l'équivalent de game 7 là, contre McGill, un dimanche. Définitivement, ça c'était. Je suis content pour eux autres parce qu'honnêtement, c'est un calibre de hockey qui mérite d'être mieux soutenu, d'avoir des meilleures assistances. C'est du très bon hockey. Là. Puis surtout quand tu vois une rivalité contre l'UQTR et McGill, content de voir que la ville a soutenu leur équipe. Là, à Trois-Rivières, finalement, tu as été repêché par eux. Tu as l'université là-bas. Ça a facilité un peu les choses, là, mais qui t'a contacté? C'est quoi les discussions? Là? On veut tout savoir comment ça s'est passé. Il y en a un qui a pris le crédit, qui va se prendre le crédit. C'est Mike Vincent, justement, qui m'avait contacté. Fait que, il n'a pas fait un mauvais choix de deuxième ronde là, avec les années. Mais ouais, c'est ça, il m'avait contacté, puis c'est ça, j'avais été voir une game, j'avais été voir l'organisation, puis je pense l'année d'après, j'étais resté à l'université, l'année du Viking. Puis l'année d'après, on était arrivé, on était quand même 4 goalers, je pense, au camp. Il y avait moi, François Lacerte, il y avait Corsi, puis Cousy. Qui étaient les 4 goalers qui faisaient partie du camp. Puis, honnêtement, ça n'a pas été évident parce que les deux autres, un très bon potentiel. Puis, c'était 2 autres bons goalers aussi. Là. Si on enlève Cousy de l'équation, qui était pas trop stressé avec ça. Mais, mais non, c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis, c'est sûr que quand tu passes d'universitaire à nord-américaine, tu fais le saut, tu as une pratique le mercredi soir, puis après ça, tu as une game la fin de semaine rendu à Jonquière. C'était une autre ambiance, mais je te dirais que le temps a bien fait les choses. La première année était plus tough. Il y a eu mon accident justement qui m'a ralenti un petit peu là-dedans. Puis je pensais justement que j'aurais arrêté rendu là. Un accident? J'ai eu un accident de 4 roues. Parle-nous-en parce que j'ai lu, il y avait comme 2 ou 3 articles là, par rapport à ça. Puis ça disait que c'était un accident quand même assez grave, là, que peut-être que tu pourrais pas rejouer au hockey. Là. Donc, parle-nous un peu de. C'est pas trop touché. Là, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'était passé, là, parce que c'est quand même impressionnant que tu sois revenu.
Ouais, ben c'est ça, c'est arrivé, je te dirais, autour du 10 janvier, j'avais été faire une ride de 4 roues avec mon beau-père, puis c'était la première fois que j'utilisais le véhicule, puis c'était un côte à côte, puis honnêtement, ça allait super bien. On avait pris une petite pause sur la route, puis quand on était reparti, ça s'était mis à neiger pas mal. Puis, je te dirais, c'est même pas un manque d'expérience, c'est vraiment que je conduisais, puis j'étais arrivé dans un chemin en S. J'avais 2 bonnes curves qui s'en venaient en avant. Puis quand j'étais arrivé là, j'étais sa grosse neige. Je pense écoute, en toute transparence, ça s'est arrivé très vite. Les roues ont coincé dans des roulières. Puis là, moi, avec un petit peu un manque d'expérience, je me suis dit, ben j'ai ces 4 roues motrices, je vais donner du gaz, je vais être capable de sortir de là. Ce qui a finalement fonctionné. Mais tout de suite après, c'était un ES. Fait que j'ai réussi à sortir de la première boucle, mais j'étais allé frapper la deuxième boucle direct de travers un peu au 45. Puis c'est là que quand j'ai frappé, le derrière a vraiment levé en hauteur, puis ma jambe a squeezé juste en dessous du côte à côte. Fait que le poids au complet est tombé sur la jambe. C'est ça, ça n'a pas été long que j'ai pu reprendre mes esprits puis voir qu'est-ce qui se passait. Puis je le voyais, là, le tibia était sectionné en 2. Là, fait que, disons que ça pardonne pas beaucoup, mais heureusement, j'étais dans la neige, fait que ça m'a quand même aidé. Là. J'ai été je dirais un bon 15-20 minutes en dessous du 4 roues parce que là, ça se tasse pas tout seul, ça. Mais les deux, on était maganés quand même. Fait que finalement, ça s'est bien passé. T'es allé à l'hôpital, puis c'est là que j'ai appris que j'avais le plateau tibial qui était fracturé, puis quand même assez important. L'opération a quand même bien été. Ça l'a beaucoup enflé. Ça a laissé des traces. Là. J'ai une grosse cicatrice qui est restée. Mais ça l'a enflé. Combien de convalescence, de temps de convalescence que tu as eu à faire? C'était évalué à 6 à 9 mois. Puis en partant, c'était 3 mois sans marcher sur la jambe. Fait que déjà en partant, je savais que les odds c'était pas bonnes. Puis même le docteur l'avait dit, là, oubliez ça, il ne rejouera plus au hockey. Là, s'il est capable de patiner avec ses enfants, déjà pas d'enfants à l'époque, mais si je suis capable de patiner un jour avec mes enfants, ça va être déjà bon. Fait que disons, je croyais pas beaucoup en mes chances après l'accident. Puis finalement, d'être assis à la maison puis d'attendre, ben là, à un moment donné, j'ai décidé d'aller au gym m'entraîner pareil. Puis j'avais une jambe qui servait à rien, mais qui était là. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai repris quand le 3 mois était passé, là, je me suis mis à m'entraîner pour de vrai. Puis oui, ça faisait mal, mais puis c'est drôle parce que je m'étais dit que l'accident, peut-être, c'est pas un signe, mais à un moment donné, regarde là. Tu veux-tu vraiment continuer, puis ça vaut-tu vraiment la peine? Mais quand tu étais assis pendant plusieurs mois, puis que c'est une passion, le hockey aussi, là, pour faire ça. Ça fait 10 ans que je fais ça dans la Ligue nord-américaine, c'est parce qu'il faut t'aimer ça. Là. Fait que le fil en aiguille, j'ai travaillé fort tout l'été. Finalement, j'ai rembarqué sur la glace. Ça faisait mal, mais c'était pas trop pire. Je me suis réessayé au camp de l'équipe l'année suivante. Ouais. J'ai contacté l'équipe. J'ai dit, on va m'essayer. Puis si je fais l'équipe, tant mieux. Puis si je le fais pas, ben écoute, ça sera terminé. Oui, exactement. Finalement, ben, ils m'ont gardé. J'ai fait l'équipe. J'ai pas beaucoup joué cette année-là, ce qui a été quand même pas si dramatique, le temps de me réhabituer. Mais plus que je me suis entraîné. Mais je peux pas arrêter de m'entraîner parce que sinon, ça finit par faire pas mal plus de douleur. À ce jour, ou ça s'est guéri maintenant? Mais là, c'est moins pire, mais si j'arrête d'entraîner les jambes musculairement, c'est là que ça va m'aider à soutenir un petit peu tout ça. Mais ça arrive là, par moment là, que je vais. Je te dirais que les grands écarts ou les splits, là, des fois, le genou, il ne trippe pas bien. Mais c'est moins pire. La première année, là, je me souviens, je revenais le dimanche, puis Colin, je boitais, puis c'était pas le fun, mais là, en me renforçant un petit peu, ça l'a aidé. Oui, quand même assez impressionnant. C'est tu sais, justement, mais tu sais, de le faire dans. C'est pas ça, il faut dénigrer notre ligue, là, mais c'était pas dans la NHL, là, de le faire dans la Ligue nord-américaine, d'avoir travaillé toute la réhabilitation, puis d'après ça, là, souffrir un peu de match en match pour pouvoir vivre de sa passion. Ouais, ben tu sais, je voulais s'il y avait eu un trophée Bill Masterton dans la NHL, tu l'aurais gagné probablement. Peut-être cette année-là, j'aurais peut-être pu l'avoir. Mais non, ça m'a beaucoup motivé de savoir qu'éventuellement, je voulais avoir des enfants. Puis je suis chanceux, mes deux garçons me voient jouer aujourd'hui à 7 et 5 ans. Ils font pas juste me voir jouer, là, ils ont pleine conscience. Là. Fait que c'est ça qui m'a beaucoup motivé.
sachant que j'étais pas loin de ça. On parlait d'avoir des enfants, puis c'est pas la Ligue nationale, comme tu dis, mais pour l'avoir vécu, de gagner une coupe, nous autres, c'est notre coupe cette année, pareil. C'est notre Ligue nationale. On travaille toute la semaine, puis on s'en va le vendredi, samedi soir, puis on s'en va jouer au hockey. On a encore ça dans nous autres. C'est notre Ligue nationale à nous autres. Là. Puis, il y a un commentaire, je ne sais pas si c'est probablement quelqu'un qui... un ami ou quelqu'un, je ne sais pas si là... c'est Alex Garon qui dit ici, je me rappelle d'un fameux test avec une dalle de béton pour ton escalier de patio. Ben oui, mais ça, vous savez, c'est qui, Alex? C'est un arbitre. Ben oui, c'est ça. Ah oui, oui. Finalement, pour se rendre compte qu'il était en train de finir de faire mon patio chez nous quand je me suis fait bâtir, puis que finalement, il était arbitre dans la ligue en même temps. Fait que, ouais, drôle de petite anecdote. Danick Malouin aussi qui voulait te poser une question un petit peu plus. Qui est le joueur dans ta carrière qui t'a donné le plus de difficultés à arrêter? On dirait que j'aurais dû la voir venir, celle-là. Danick, je pense que j'ai sauvé sa carrière, honnêtement. Danick, vous pourrez regarder, allez fouiller sur Elite Prospect. Si vous êtes capable de creuser ça, là, s'il y a 4 buts d'une saison, il y en a 3 contre moi. C'est tous les niveaux. On a joué 1 an ensemble, notre première année. Puis il aurait peut-être été repêché à la nationale si j'avais joué contre lui, honnêtement. C'est le gars avec. Games, c'est le gars contre qui je me suis le plus fait scorer, puis je pense que je suis le gars qui a le plus scoré dans toute sa carrière. Je me suis fait échanger de l'île du Prince-Édouard. Je vais jouer une game à l'île du Prince-Édouard, il me score 2 buts. Jonquière, il y a des games de 2 buts contre moi, tout le temps. Fait que ça fait plaisir d'avoir sauvé la carrière de Danick Malouin jusqu'à maintenant. Là, il est rendu avec nous autres, fait que c'est... Ouais, c'est ça. Bonne nouvelle. Ben, écoute, lui, je ne sais pas si... C'est moins bon pour lui, c'est correct. Ouais, exactement. C'est quand même drôle de savoir. Il y en a des. Mais il est bon, Danick, pour faire des shots de la pointe, là, on dirait des tirs papillons des fois. Le goaler ne va pas arriver. Puis des fois, j'ai voyé arriver. Écoute, faut-moi pourquoi on dirait que j'avais des cadeaux. J'ai joué avec 1 an, puis pour moi, ça a comme resté collé que j'y enlevais. Puis j'ai fait pas mal trop de cadeaux dans toute ma carrière. Mais là, ça a l'air de quoi dans les pratiques? Écoute, probablement qu'il y a un score, mais là, on s'en rend comme plus compte, ça compte plus. Là, ouais. Il est comme peu habitué, mais là, il va falloir qu'il se trouve un nouveau goaler. Là. J'espère qu'il va se trouver ça très prochainement. Il avait marqué... Je pense qu'il avait marqué 2 buts d'une game en playoff l'année passée, dans le même game à Saint-Georges. Ouais. Peut-être qu'Auger, c'est son nouveau goaler préféré. Ouais. Je te remercie pour le bel hommage en passant. Ça fait plaisir. Moi, il y a une autre chose que je voulais te demander là, par rapport à ta dernière saison à Trois-Rivières. Ça va venir. Est-ce que quand un gardien, là, ça va pas bien puis que l'équipe se score plusieurs buts, est-ce que ça se fait de lever les bras de même puis de... Christian, peut-être pas, hein, je te dirais. C'était... je sais où tu t'en vas avec ça. T'as fait ça? Malheureusement. C'est parce qu'il y avait, pour mettre un peu de contexte là, avant que tu nous racontes l'histoire, parce qu'il y avait en 2018, il y avait Z-Télé qui faisait une émission sur la Ligue nord-américaine. Puis il suivait un Sorel, puis il y avait eu un match, je pense que c'était le dernier match de la saison, quelque chose comme ça. Puis, en tout cas, c'était contre Trois-Rivières, puis Sorel avait gagné comme 7 à quelque chose, je pense. Puis après un début, je pense que tu commençais à être tanné. Oui, vraiment. Écoute, je pense, tu sais, c'était comme rendu quasiment une habitude. Je gaulais super bien la première période. J'étais capable de tenir le fort. Puis à un moment donné, je donnais un but. Le club lâchait. Puis tu sais, je peux pas y blâmer. À un moment donné, on avait certaines limites face, surtout contre Sorel. C'était le powerhouse. Il était vraiment très, très, très fort. Il était capable d'en scorer des buts. Puis je me souviens plus. Je pense que c'était rendu 5-1 en deuxième période. Puis, tu sais, là, les gars jouaient plus pantoute. Puis, je regarde au banc, je lève les bras, mais tu sais, c'était anodin dans ma tête. Je me disais, hey, tu sais, c'était par frustration. Tu sais, je pensais que je devais faire un signe. Puis, tu sais,
je me souviens que quand j'ai vu passer dans la série télé la séquence vidéo, puis là, je me demandais, puis là, ils ont tourné ça comme si j'avais un problème d'attitude. Puis là, après ça, c'est Karel en plus. Puis tu sais, moi, Karel, on a eu... Il y avait beurré épais. Il y en avait beurré épais, là. Il y avait... Je sais pas de quoi il m'avait traité, mais il avait beurré ça comme faux. Puis ça avait... Puis il y avait une bonne rivalité aussi. Trois-Rivières, Sorel était importante. Puis c'est ça. Ça avait alimenté un petit peu un problème de body language que je m'étais fait dire. Puis c'est drôle parce que l'année d'après, je suis tout de suite échangé à Sorel. Puis ironiquement, qui est encore là? Karel est encore là. Puis je rentre dans la chambre, je mets le pied dans la chambre. Puis je pense que c'est Maxime Robichaud qui lâche un point par rapport à ça. Hey, le gars de body language, puis ça. Et là, ça avait cassé la glace comme faut au moins, mais... Ça ressemblait-tu comme à Patrick Roy en 95? Exactement, mais j'étais à genoux, je viens de me faire scorer, j'étais à genoux, j'ai levé les bras dans les airs. C'était pas dans cette optique-là, mais... la télé a bien joué, a fait son jeu. Tu dis à Ronald Coré que c'était ta dernière game ou... Non, malheureusement. Non, okay. J'ai pas été. Je pense que j'étais sur le banc à la game d'après, je pense. Non, j'avais pas ce pouvoir-là. Mais l'année d'après, t'as été à Sorel. C'était la dernière année à Trois-Rivières, ça? Oui, le club a déménagé durant l'été à Berlin, au New Hampshire, pour une longue séquence de peut-être 10-12 games. Ouais. Puis Berlin, c'était 4 heures de route de chez nous. Là, je passais de 15 minutes de la maison pour aller jouer au hockey à 4 heures de route avec une organisation, tu sais pas trop comment ça va s'aligner. J'avais vu des photos de l'aréna là-bas, ça avait l'air de... La grange. Et tabarouette, ça avait l'air... Je voyais le press box qui était fait en 2x4, même pas recouvert de rien. Ça va être beau, là. Je pense que je vais laisser faire. Fait que finalement, ça a bien viré. Puis là, j'avais parlé avec Christian en début de saison. T'es pas capable de faire d'échange. Avec Sorel, c'était comme un fit naturel. Je travaillais pour une compagnie là-bas déjà originalement. Là. Fait que c'était un fit pour moi. Puis c'était proche de la maison. Puis ça, je pense à mi-décembre. Mi-décembre, l'échange a fini par se faire quand le club a déménagé à Saint-Jérôme. Tu travaillais déjà à Sorel, Tracy, quelques... Ouais, je travaillais pour la laiterie Chalifou à l'époque. Puis, fait que c'est ça, tu sais, c'était naturel pour moi. Déjà dans la région? Ou, non, j'étais à Trois-Rivières, mais tu sais, je trouvais le secteur, puis c'était... Pas que j'en entendais beaucoup parler. Disons, quand je jouais à Trois-Rivières, j'allais dans les magasins, puis à Sorel, je m'en faisais un petit peu parler pas mal là, de nos difficultés à jouer contre les éperviers, mais que non, pour moi, c'était la place que je voulais aller, là, par-dessus tout. Là. Puis là, justement, quand tu es arrivé à Sorel, je dirais peut-être, à moins que tu me corriges, là, mais sinon, à moins que je me trompe, je pense que tu as connu tes meilleurs moments dans la Ligue nord-américaine, là, surtout la run de playoff. Ah oui. Je pense que si c'était pas Étienne Brodeur qui gagnait le MVP des séries cette année-là, ça aurait pu être toi, là, mais parle-nous donc un peu là, de qu'est-ce qu'il a fait à Sorel. Je sais que Stéphane Ménard était là dans le temps. Je ne sais pas si tu as eu la chance de pratiquer un peu avec lui, mais qu'est-ce que tu penses qui fait qu'à Sorel, ou le fait d'arriver, tu sais, pas dénigrer Trois-Rivières, là, mais Trois-Rivières, les 2-3 dernières années étaient là, c'était un petit peu plus difficile, mais d'arriver d'un club gagnant qui venait de gagner la Coupe et qui aspirait encore cette année-là, c'est quoi selon toi qui fait que ça a aussi bien fité à Sorel et que tu as connu? C'est juste le mettre les pieds dans la chambre, tu voyais que c'était sérieux. Là. J'étais arrivé à ma première pratique, puis tous les gars étaient là. Puis peu importe les gars venaient de où, tout le monde était là. La pratique était très sharp, très hard. Puis tu arrivais dans les je me souviens, j'avais mon masque des draveurs, puis le soir même, ils ont fait tout couvrir le masque. Je voyais que c'était une organisation très solide. Là. Ils n'hésitaient pas à bien traiter les joueurs. Puis, je te dirais que ce que ça a encore plus décliqué, c'est quand je suis arrivé en playoff. Je me souviens, la première game, je rentre dans la chambre. Écoute, Toutou m'avait tout lavé le stock, il était tout clean. On voyait qu'il y avait un aura de professionnels là-dedans, qu'on s'en allait pas juste jouer des games de playoff de fin de semaine. On s'en allait faire une run jusqu'à la coupe. Surtout que les gars, ils l'avaient vécu l'année d'avant. Puis j'entendais parler les gars, les histoires là, justement de comment ça avait été. Puis c'était. Tu t'embarques dans le lot, puis il y avait encore la majorité des joueurs qui étaient là. Fait que Stéphane avait aussi une grosse part de
de responsabilité là-dedans. J'étais arrivé, j'avais été, je pense, un 4-5 mois sans gauler, puis Steph, il se gênait pas. Là, on se lâchait des coups de fil, puis le mardi matin à 8h, j'étais à l'aréna, j'étais tout seul avec, puis je prenais 1 heure de puck. Fait que, il aime ça d'envoyer du rubber. Hein? il a eu son argent cette année-là. J'en ai donné, mais non, ça, tu voyais que c'était très sérieux. Là, Christian, je l'avais côtoyé un petit peu justement parce que je travaillais pour l'entreprise locale puis qu'on était commanditaire avec lui. Fait que Christian, je voyais quel genre d'organisation que c'était puis à quel point c'était sharp. T'arrives là, t'embarques, puis les gars font tout que tout le monde embarque dans le lot. On voyait juste aller jusqu'à la coupe, puis c'est ça qui est arrivé. Là. Si on regarde un peu ta fiche, là, 11 victoires, 3 défaites, 916 de moyenne d'efficacité, 2,42 là, de moyenne de buts alloués, quand même des grosses statistiques. Et à la fin de la saison, pour pouvoir montrer la petite photo, la coupe. Ben oui, non, ça, honnêtement. Le barbe des séries aussi. Ben oui, puis tu sais, quand je dis que c'est notre ligne nationale, on travaille toute la semaine, mais on n'hésite pas à se faire pousser à la barbe. Puis je pense que j'avais même eu une entrevue pour un emploi pendant les playoffs, puis là, t'as la grosse Christie de barbe, puis là, tu te demandes, ils vont-tu me... Je sais pas, ça fitait pas avec moi, là. C'est ça, j'ai-tu l'air parce que j'avais pas la barbe fournie comme ben du monde peuvent avoir, mais je me disais, il va avoir l'air d'un pouilleux, mais non, c'est ça qui a fait ça à lever, là, c'est la passion, la ville aussi, là, t'es passionné, l'organisation, les joueurs, là, fait que, non, c'est facile d'embarquer dans ce temps-là. As-tu une petite anecdote là, de la conquête, là? Une petite histoire, quelque chose de salé, mais pas trop, là? Et si bol, on est revenu tard ce soir-là, on va dire. On est arrivé, Christy, il était à 4 h du matin, c'était à Jonquière. On est arrivé à 4 h du matin, puis il va dire, je te dirai pas l'heure, mais ça a fini au déjeuner très, 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 très tard. Puis je pense même le lendemain soir, on avait. Ça, c'est. Les gars m'en avaient parlé justement que ça avait été un mot, t'as dit beau party là, en revenant de la coupe. Il était revenu de Rivière-du-Loup en plus. Fait que de pouvoir entendre l'histoire, comment ça avait été très profité et très, très, très agréable. Non, on a profité pas mal ce soir-là aussi. J'imagine que ça a dû être, dans le fond, pour avoir été dans une des vannes qui redescendait de Jonquière, j'imagine la vôtre, ça a dû être une belle raide de vanne aussi de Jonquière. Ouais, puis tu sais, je dis 4 h du matin, on est arrivé à Sorel, là, mais on a dû veiller. On a été longtemps sur la glace, là, fait que je dirais que ça a descendu, puis on avait hâte d'arriver, puis on avait bien du fun. C'était probablement la plus belle ride qu'on a eue, là. Je plains la personne qui chauffait ou qui était obligée de chauffer. C'était qui chauffait? J'ai pas de souvenir qui chauffait. UHOT peut-être? Non, nous autres, on était à la gang de Trois-Rives, fait que... non, je pense que c'était Lulu qui chauffait. Ah, Lulu, OK. Il me semble que c'était Lulu qui chauffait, parce qu'on avait quelqu'un qui était tout le temps avec nous autres en train de chauffer. Alors, ça, tu voyais aussi ça. En playoff, on avait Evan, on avait tout le temps quelqu'un de l'organisation qui chauffait Evan pour que les gars soient pas fatigués de la game. Tu vois que c'était sharp. Nice. Donc, si on continue peut-être un petit peu plus dans le temps, par la suite, il y a eu l'année COVID, là, on a sauté une année. Est venu ensuite là, l'expansion. Tu as été repêché là, par les bâtisseurs de Montcalm au repêchage d'expansion. Est-ce que tu as eu peur un peu? Ben oui et non, parce que tu sais, quand il m'avait appelé quelques semaines avant le draft, puis j'étais un peu surpris, parce que je me dis, tu sais, il y avait plein d'autres goalers dans la ligue, là, puis il y avait des très bons choix. Je viens de voir la phrase qui décrivait bien notre moment. Mais c'est ça, je voyais qu'il y avait plein de goalers. Je comprenais pas pourquoi, dans mon cas, il y avait des plus jeunes. Là, on s'entend, je devais avoir 32, 33. Tu t'en vas pas de bâtir une organisation avec un gars de 32, 33, sachant en plus que je pense qu'il avait targeté pas mal Marcoux. Fait que je comprenais pas l'idée, puis j'ai vite compris que c'était pas mal le choix qui restait à prendre. Des défenseurs, honnêtement, on avait comme rien à donner. Puis il prenait un attaquant, un défenseur. Fait que ça m'a quand même rassuré un peu. Puis j'ai tout de suite appelé Christian, puis il m'a dit qu'il allait tout faire pour essayer de me rechercher.
Heureusement, la journée du draft, ils ont ramassé 4 goalers. Fait qu'on savait qu'il y avait plus de chances d'être retourné à la maison que de rester là. Mais c'est une stratégie un petit peu là, pour peut-être essayer d'aller chercher des assets des équipes par la suite et leur redonner leurs joueurs. Ouais, mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas assez profité. Ils ont fait des échanges rapidement. Puis, il reste que quand tu pars avec 4 goalers dans une ligue à 6 clubs originalement, les clubs vont vouloir les avoir, le goaler. Je pense qu'ils ont été rapides là-dessus. De tous les échanges qu'ils ont fait, le tien, c'est probablement celui-là qui leur a plus profité là, parce qu'il est allé chercher Gadouri puis Benjamin Lagarde. Exact. Oh oui, pour les autres échanges, je me souviens plus c'était quoi, mais je sais que ça avait été fait très vite. Puis, pas autant il y en a un qui a été annulé aussi. Oui, effectivement, oui. Tu vois à quel point ça avait été fait rapidement à ce niveau-là. Là. Fait que, j'étais content aussi parce que je sais que du côté de Gadou, il voulait se rapprocher de la maison. Fait que, en sachant qu'on avait chacun d'un bord ou de l'autre quelqu'un qui voulait faire le chemin inverse, c'était rassurant de pouvoir tourner à Sorel. Finalement, tu es retourné là, pour le début de la saison avec les Éperviers. Ouais, j'étais bien content. Puis sinon, si on se transporte à cette saison, tu en as parlé un petit peu là, au début, mais de voir un gardien comme Philippe Desrosiers là, rentrer dans l'organisation. Puis j'imagine qu'il y avait eu des discussions là, avant le début de la saison là, que peut-être ton rôle allait changer un petit peu parce que un gardien de la trempe de Philippe Desrosiers, avec le pedigree qu'il a, ça court pas les rues dans la Ligue nord-américaine. Mais parle-nous d'un petit peu de la dynamique de le voir rentrer puis de comment est-ce que ça va entre vous deux là, cette saison? Ben, on avait déjà une bonne relation. On se connaissait justement parce qu'en commun, André, là, eux autres, c'est deux beaux-frères, puis on s'est vus quelques fois par le passé. Fait que, on avait déjà une bonne relation. Puis, sachant que lui s'en venait, puis dans le meilleur intérêt de l'équipe, là, un gars avec ce pedigree-là, toutes les équipes de la Ligue nord-américaine vont souhaiter avoir un goaler de même. Puis moi, rendu à 35 ans, on se le cachera pas avec les responsabilités familiales et tout ça. J'étais bien à l'aise avec la position qu'on avait. Puis depuis le début, ça a été carte sur table tous les deux. Puis super de bonne relation. Autant que lui, quand il est arrivé, je me souviens dans les premières semaines, m'a posé beaucoup de questions. Autant que quand on s'en allait jouer à différentes arénas, différentes équipes, savoir un peu le feeling de qu'est-ce que telle équipe joue de telle façon. Je voyais qu'il me donnait beaucoup de respect pour l'expérience que j'avais eue dans la ligue. Puis autant que moi j'ai jamais été là pour aller voler sa job ou j'y souhaite jamais, on se le cachera pas quand t'es deuxième goaler, tu veux pousser pour être premier, tu veux avoir ta chance, tu veux pouvoir avoir le spot. Moi c'est pas ça, je souhaite pas en tout. Moi je souhaite au meilleur de l'équipe que Dero tienne le club sur ses épaules s'il en a besoin de l'aide puis qu'il est capable de nous amener le plus loin possible. Fait que, si tu perds la belle relation, autant d'un bord que de l'autre, on se complète super bien. Fait que, je pense que c'était très, très bénéfique pour Chris d'avoir cette chance-là en ce moment-là. Puis ça, c'est peut-être un petit peu plus anecdote, mais moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé vendredi dernier. Après, je pense, le 4e but de Laval, Desrosiers s'est en allé quasiment tout de suite au banc. Il avait l'air quasiment un peu comme toi dans le temps de Trois-Rivières. Il n'a pas levé les bras, il a flyé au banc. Je pense que c'était le meilleur geste à faire. C'est toi qui a dit non, retourne-y. Non, c'est lui. C'est lui. Ça faisait plusieurs games. Moi, j'ai joué moins de games, fait que ça m'est arrivé moins souvent. Je pense que c'est arrivé une fois que je me suis fait retirer de la game. Puis dernièrement, c'est lui, malheureusement, qui écope beaucoup pour nos performances. Puis à tort, parce que c'est pas le gars qui a quoi à se reprocher en ce moment. Là. Mettons que la défensive l'a pas trop aidé. Je te dirais que c'est pas juste une question défensive. Des fois, on est. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça à la glace, des fois que ça vire pas. Puis écoute, des fois, l'autre bord connaît juste une meilleure game que nous autres. Puis c'est ça que ça donne. Puis je sais qu'il est rentré au banc. Puis tout de suite, il a voulu revirer de bord parce que c'est pas vrai que c'était de sa faute. Puis c'est encore lui qui allait payer pour la performance qu'on avait en termes d'équipe. Puis chapeau à lui. Honnêtement, c'est pas évident quand t'es frustré que tu viens de te faire scorer 4 buts. Puis il reste la première, t'es pas fini. Là. Puis de retourner dans la game, puis il a été solide en deuxième, fait des gros saves.
Puis c'était un petit peu ça aussi. Là, on jouait pas beaucoup. On avait une game dans la fin de semaine. Il a tout fait ça dans sa tête rapidement. Puis let's go, on retourne sur la glace. C'est pas vrai que je débarque. T'sais. Fait que non, chapeau à lui là, d'avoir passé de la frustration à la raison pour on retourne sur la glace. C'est bon. Là, je voulais savoir un peu aussi, tu sais, tu es arrivé en 2018-2019, tu as connu, il y avait des joueurs qui ne sont pas là dans le fond maintenant. L'équipe a changé à travers les années. Peut-être, si tu peux nous parler, peut-être la transition, comment elle s'est faite, là, de voir des Étienne Brodeur s'en aller, Ouimet qui est parti, là, il est revenu, là, mais tous les joueurs là, qui ont passé, qui. Les Dumas, Robichaud. Je te dirais, c'est ce qui nous fait le plus mal en ce moment. On avait ces gars-là dans la chambre, on était un groupe de vétérans les plus vieux. Puis ces gars-là avaient gagné 2 coupes. Ça en emmenait large. Puis peu importe qui rentrait dans la chambre, tu avais cette aura-là autour de la chambre que tu amènes tes bottes de travail ici, on est là pour travailler. Je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est moins l'identité qu'on avait à l'époque. Là. Puis c'est ça notre objectif, là, c'est de ramener faut que ça aille se rechercher. Ça se fait pas. Exactement, de ramener cette vibe-là dans la chambre. Puis où il y a beaucoup de jeunes là, qui rentrent dans la ligue, puis notamment qui ont rentré avec nous autres, là, des plus jeunes. Qui t'arrivent de l'universitaire, de l'Europe, c'est pas la même façon. Moi, quand je suis rentré dans la ligue, ou même quand je suis rentré avec les éperviers, c'était un naturel. Tu rentres dans la chambre, puis tu suis le bateau. Là. Mets tes bottes de travail, t'embarques. Fait que c'est un petit peu ce que le groupe de vétérans va devoir amener. Puis justement, là, de montrer l'exemple. C'est ce qui se fait là, avec les pratiques. Là, de demander aux gars de tout venir aux pratiques, de ne pas en manquer une, puis de travailler fort, puis de montrer l'exemple. Ces gars-là ont été habitués de le faire tout le temps. Fait que c'était un groupe de 4, 5, 6 gars. Fait que ça traînait le reste. Puis c'est là que peut-être on a peut-être pas pris la balle au bon puis d'essayer justement de prendre cette responsabilité-là pour nous autres. Mais écoute, pas trop tard. Là. Le groupe veut tous gagner. Il n'y a personne qui veut s'en venir la fin de semaine pour perdre 7-1. Là. Fait que, c'est ça. Il y a un commentaire intéressant de Céline Pilote là, dans le chat qui dit les gars étaient habitués de jouer ensemble. Il y avait juste à se regarder. Ils savaient ce que ça voulait dire. Donc, mais définitivement. Des lignes, rechercher peut-être à retrouver cet aspect-là. Ben oui, tu sais, la ligne Huot, Gadou, avec Broad, tu sais, ces gars-là, là, ça jouait les yeux fermés puis ça se trouvait sur la glace partout. Fait que ils ont eu leur confiance longtemps. Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu as une mauvaise séquence, on a eu des mauvaises séquences cette année-là aussi, là, où les gars scoraient moins, mais à un moment donné, ils savaient que ça allait revenir. Fait que, tu sais, là, ça prend. Excuse-moi, mais sinon, pas de donner d'excuses non plus, là, parce que toutes les équipes en ont des blessures, mais qu'est-ce que tu penses là, tu sais que André Bouvet-Morissette là, était blessé, est revenu, là, une autre petite blessure. Je ne suis pas dans le secret des yeux, là, j'espère qu'il va pouvoir revenir là, avant les séries, mais justement là, de ne pas avoir là, un peu le capitaine, là, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que justement, là, c'est vraiment ce qui manque, outre son talent, mais est-ce que tu penses que ce qui amène sur la glace de traîner les autres, est-ce que tu penses que c'était quelque chose? C'est un gars qui montre l'exemple, autant d'impratique que ça glace pendant un game, puis tu sais, sa dernière blessure en fait foi, là. Il est allé là pour prendre le hit, puis jouer comme toute bonne game de hockey devrait jouer. On ne l'a pas eu longtemps, là. Probablement qu'il aurait pu montrer l'exemple, justement. Puis tu as peut-être des gars qui peut-être hésitent à aller faire certains jeux ou à se demander, tu sais, je vais-tu aller me mettre la face là? Puis quand tu vois ce gars-là qui a été le MVP l'année dernière, tu sais, capable d'aller se mettre l'année là, fait que je pense que ça aurait pas été mauvais, effectivement, mais tu sais, faut pas se rabattre là-dessus, là. Il y a encore d'autres très bons vétérans dans l'équipe. Puis il y en a aussi qui se cherchent. Là. Fait que tu sais, le moment que tout le monde va être capable de retrouver leur repère, puis justement là, de montrer l'exemple un après l'autre, ben ça va venir. Mais effectivement, là, c'est sûr que ça n'aurait pas nuit d'avoir André en pleine santé, en pleine forme toute l'année. Là.
Il y a quand même des joueurs qui ont fait des progressions. Si on regarde Jeffrey Durocher l'année dernière comparé à cette année, là, sa production, en tout cas, a pas mal augmenté cette année. Des gars, justement, qui rentrent, qui vont se greffer au moule, là, qui vont, à mesure, j'imagine, que ça va aider. Mais oui, ouais, un gars de même qui embarque, lui, cette année, il a eu plus de chance, puis honnêtement, il l'a saisi, là. Même, il n'est pas vieux, Jeff, là, mais dernière game, c'est pas gêné d'aller mettre de l'émotion dans sa game, puis un très bon combat, puis c'est le genre de choses qu'on a besoin. Les gars de caractère de même qui vont montrer l'exemple, puis on ne demande pas aux gars de jeter les gants tout le temps, on ne demande pas aux gars de faire le gros hit, mais ce genre d'attitude-là, ce genre de comportement-là, c'est à la glace que tu vois qu'il y a de l'émotion, puis que ça va traîner tout le monde. On le voit, là, tranquillement, ça va s'emmener, puis je suis pas inquiet. À quel point Christian Deschamps est important pour vous dans la chambre? Ben Chris, honnêtement, puis moi, dans mes débuts, ça a tout le temps été ça, même quand je jouais contre Chris, t'as joué contre lui. Ouais, j'ai cet âge-là, effectivement. Il y a un match des anciens, là, pas long aussi. Là. Aussi jouer avec, fait qu'il était rendu au stade où j'étais assez vieux que je me mette dans le club des anciens. mais non, Chris, pour son amour pour l'équipe, pour sa passion, c'est ce qu'il a transmis pendant tant d'années justement aux gars dans la chambre, puis c'est ça que ça nous prend en ce moment. Il faut que les gars s'approprient cette passion-là aussi. Là. Puis je te dirais pas que c'est pas parce qu'elle n'est pas là. C'est sûr que quand tu perds des games 8-1, 8-3, 7-1, des fois la passion est difficile à aller chercher. Puis mais c'est ça, de le voir passionné, de le voir avec toute la hangue, ben, c'est ce qui a fait sa carrière, puis c'est ce qui a fait aussi qu'il s'est fait haïr par les autres clubs. Puis, c'est ce qui a fait son succès aussi. Là. J'irai avec des petites photos, ouais. Moi, Dave. C'est bon. Yes. Donc, rien de trop compromettant. Là. J'ai scruté là, tes réseaux sociaux. Et j'ai même laissé des photos que j'ai décidé de ne pas utiliser, mais j'ai remarqué, tu vas pouvoir peut-être m'en parler, mais es-tu un fan de course? Non, pas un fan de course, mais c'est dans mes premiers jobs, justement, suite à mon accident là, de 4 roues, j'avais eu la chance d'aller travailler pour une compagnie de breuvage relaxant. Quand tu commences en carrière professionnelle, dans ça, il y a un autre l'auto qui est lettré. Là. Relaxant, Bob Marley, c'est relaxant, ça. Hey, je me promenais avec cette troc-là dans les rues, là. C'est gênant. Mais écoute, c'était. Le relaxant, c'est quoi? C'était-tu des boissons? Mais c'était même pas légal dans ce temps. Non, il n'y en avait pas. C'était. Écoute. Pour le relaxant, je pense qu'il était étiré pas mal, là, mais c'est sûr qu'avec l'image de Bob Marley en plus, ça avait une drôle de connotation. C'est ça. Mettons, tu conduisais pas les vitres baissées, là, les vitres montées. Oui, ben, le toit n'était pas mis sur le camion, là, c'est pour ça. D'autres photos. Là, ici, là, on dirait que t'es pas couché dans... l'île de Petite Vie. Là, le lit est vraiment à la verticale. Oui, définitivement. C'était, il y avait eu il y avait-tu une exposition, je pense, à Trois-Rivières. Là, c'est ça, exactement. Il y avait une exposition à Trois-Rivières où il y avait mis tous les différents décors. Puis ça faisait partie de ma jeunesse. Fait que j'avais pas le choix d'aller voir ça puis de se prendre en photo dans le lit de papa et maman. Là, tu étais à droite ou je ne sais pas si c'est papa ou maman qui était à droite. Je ne sais pas, hein? Ça, bonne question. J'ai sûrement pas réfléchi à ce point-là. Okay. C'est con, mais vite demain, j'en dirais c'est papa. C'était pas, hein? Là, tu vas aller fouiller, hein? Pas le choix, hein? Ouais, ça donne le goût. Non, mais je suis pas dans ma tête. Il me semble, c'est papa.
Dernière petite photo ici à la pêche. Est-ce que tu es un fan de pêche? Un pêcheur? Fan, OB, là, pas quelqu'un qui malheureusement se prend. Ben, ce serait le fun, éventuellement. Là, je te dirais que quand les enfants vont vieillir, on va avoir plus de temps, là, mais. Faire des concours comme Dustin Bufflin, là, peut-être pas à ce point-là. Non, peut-être pas maniaque à ce point-là. OK. Good. C'était tout pour mes photos. J'en avais quand même passé une couple. Là, c'est pas si pire. Différents chandails. T'as bien fait ça. Ouais, ça. Bon, fait que, moi, je vais y aller avec mon petit questionnaire. Alors, les questions là, rapides, là, tu peux donner là, la première chose disons, qui te vient en tête. Ton premier souvenir de hockey, première fois là, que tu te rappelles avoir patiné ou peut-être avoir mis ton stock de goaler, serait quoi? Là? Hey, ma première pratique de hockey, j'avais une vieille paire de patins. On m'avait équipé juste pour dire. Puis les patins avaient cassé sa glace. Ouais, ça avait. Non, ça date d'il y a une couple d'années. Là, c'était des patins en plastique, là, puis le cap avait tout pété. Fait que la première pratique, je l'ai pas fini malheureusement. Mais bon. On voit là, derrière toi là, les numéros 30. Pourquoi 30? Un fan de Martin Brodeur depuis mon tout jeune âge. Fouille-moi pourquoi. Pourtant, tu avais Patrick Roy qui était dans le décor plus. Moi, j'ai stické sur Martin Brodeur, puis pas pour son style, pour rien. Je sais pas. C'était mon goaler. Puis quand j'ai eu la chance, justement, à l'île du Prince-Édouard de prendre le 30 ou de faire mon chandail avec un numéro pour une fois, ben j'ai collé là tout le long, sauf à Sorel quand on a gagné la coupe, j'avais le 1. Ouais. C'est bon. Ben là, ça va un petit peu avec la deuxième question, avec la prochaine question. Là, ton idole au hockey. Ouais, c'était Martin Brodeur. Faut-moi pourquoi, je sais pas tout pourquoi j'ai collé là-dessus, mais écoute, il y avait dans ces années-là, il y avait une très. Je pense qu'il y en a en finale de la Coupe Stanley quasiment aux 2 ans. Fait que c'était facile. Bonne ronde. Ouais. Donc c'est bon. C'était un athlète préféré en dehors du hockey. Est-ce que t'en as un ou un athlète en dehors du hockey. Écoute, bonne question, honnêtement. Écoute, je te dirais, j'étais un fan de golf aussi. Puis pour tout ce qu'il a fait pour le sport, Tiger Woods, c'est tout un athlète qui a changé le sport au grand complet, qui a amené justement où ce que le sport en est aujourd'hui. Là. Fait que je pense que ça serait pas mal dans le top de la liste. Là. Parfait. Est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Eh oui, les goalers sont assez spéciaux là-dedans. De A à Z. C'est moins pire à cette heure. Quand j'étais plus jeune, écoute, ça partait la veille, la game. Là. C'était un petit peu hallucinant. Là. Ben, oui. Tu es capable d'en faire long. Mais là, oui, à cette heure, encore aujourd'hui, tu arrives à l'aréna, puis tu as la routine de A à Z jusqu'à ce que tu embarques sur la glace. Puis je pense que je suis pas tout seul. J'en vois plusieurs qui ont aussi ça, mais qui disent que c'était moins haut. C'est bon. À Sorel-Tracy, ton coéquipier le plus drôle ou qui te ferait plus rire? Le plus drôle qui fait plus rire, tabarouette. Je te dirais que on a eu longtemps Max Robichaud qui était quand même tout un personnage dans la chambre. Puis Tom Tremblay a pris le flambeau haut la main par la suite. Là, je pense des deux très bons soigneurs. Deux très bons. Je voulais arroser le soigneur. Deux très bons raconteurs, je veux dire. C'est deux gars qui sont bons pour conter des histoires puis mettre de la vie une histoire. Pour ceux-là qui les connaissent, ils savent qu'ils sont capables d'embellir ça puis de rendre ça encore plus drôle. Le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière, selon toi? Écoute, j'ai pas un gros passage, j'étais quelques temps, mais un Chris Letang, là, quand j'étais à Val-d'Or, c'était impressionnant à voir ce qu'il était capable de faire. Je pense même l'année d'après, il était directement dans la Ligue nationale à Pittsburgh. Puis on avait aussi Brad Marchand là-dedans, mais tu sais, côté Danick Malouin. Hey, je vais arrêter de donner du gaz à Dan, là. Juste après le temps, là, t'avais Dan. Les deux chemins se sont pas alignés de la même manière, malheureusement. C'est bon.
Ça, c'est assez. J'imagine, je connais la réponse, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent? Ben, c'est la coupe, là, définitivement. Là. C'est super, super le fun. Puis, même du début à la fin, le stretch avait été trippant. Là. C'est bon. Je vais en essayer une nouvelle ce soir. Je pense que ça va marcher. Là. Une nouvelle question. Est-ce que tu aurais un call mémorable d'un partisan ou d'un fan adverse que tu te rappellerais? Précisément, pas vraiment. Mais. As-tu déjà fait lancer une poutine? T'sais? Oh, tu iras faire un tour sur YouTube, puis tu iras voir comment je me suis déjà fait graisser pas mal à Jonquière. Oui, c'est ça, c'est sur YouTube. J'avais reçu, écoute, café, slush, you name it, là, ça passait pas mal. Il y avait eu un petit échauffouré dans les estrades, puis ça s'était rendu jusqu'au banc. Là. Je pense que c'était Mathieu Guertin à côté qui était en train de s'enguirlander avec un partisan. Le gars avait décidé de descendre. Puis là, tout le monde avait commencé à lancer du stock. Fait que, le gardien substitut à Jonquière, il y a pas mal le meilleur endroit pour recevoir. Non, t'étais à la merci de tout ça. Puis c'était ça. C'était ma première année en plus. Fait que c'était des grosses années plus rough. Sinon, ton repas préféré? Bon steak. Un bon steak. Plate de même, mais un bon steak, rien de mieux que ça. Parfait. Ton film ou série télé préférée? J'aurais bien dit la série télé à Z de la Ligue nord-américaine, mais ça ne va pas tourner à mon avantage. Non, je te dirais, Suits, c'en est un que j'ai bien aimé. J'ai accroché là-dessus, puis je le réécouterai encore aujourd'hui. Puis, ouais, je pense que ça va être ça. Parfait. Puis si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Je te dirais probablement Luke Bryan. J'étais un bon fan de country. J'avais été voir Keith Urban à Québec au Festival d'été, puis bien trippé. C'est des spectacles super trippants. Good. Parfait. Fait que merci, c'était ça pour le petit quiz. Une petite question extra, peut-être, ouais, de Denis Arsenault. Denis Arsenault demande une histoire de Vanette. Ça, ce qui se passe dans la van reste dans la van, ça. Colin, hein? On aimerait bien ça, hein? Ça rend le suspense encore meilleur. Désolé, Denis. Donc, pour terminer, là, on en a parlé quand même pas pire là, de Sorel, mais justement, là, il reste 4 matchs avant la fin de la saison. Prochain match jeudi à la maison contre, je dirais, c'est un peu l'équipe de l'heure en ce moment. Laval est toujours très fort, mais Thetford Mines, ça va bien dans les derniers temps. Dernière fois, là, justement, un jeudi soir, Sorel avait gagné 8-1. Donc, si tu avais là, tu peux nous parler un petit peu de comment Sorel se prépare pour ce match-là, puis un petit mot pour les fans aussi là, qui vont faire le déplacement le jeudi soir. Mais honnêtement, c'est sûr qu'on a encore en tête ce qui s'est passé, c'est ce game-là. Puis d'apprendre de nos erreurs, ça va être pas mal un bon test là, jeudi soir. Les dernières semaines, les gars ont pratiqué très fort. Encore demain, là, je suis un texto tantôt savoir si j'allais à la pratique. Puis je pense qu'il y a plusieurs gars qui veulent aller pratiquer, qui veulent mettre les bottines de travail. On s'en vient que le court stretch avant les playoffs. On a 4 bonnes games qui s'en viennent contre des bons adversaires. Fait que c'est le moment justement qu'on peut prendre là, puis de se replacer. Puis heureusement, la mauvaise séquence, on la vit encore présentement. On veut se ressortir de là, mais au moins si on peut arriver en playoff puis d'avoir terminé cette séquence-là, contrairement aux dernières années où on est arrivé en playoff un peu plus flat. On s'était fait remonter 3-0 par Saint-Georges, il n'y a plus rien qui fonctionnait. L'année passée contre Saint-Georges, ça ne voulait pas rentrer non plus. Fait que si on est capable de casser ça là, puis d'arriver justement prêt sur une bonne vibe positive pour les playoffs, ça va juste être excellent. Là. Puis écoute, je comprends la frustration des partisans par moment, puis on l'est tous aussi frustrés de voir ces résultats-là. Pensez pas qu'on se fait un plaisir d'arriver avec des matchs comme ça. Les gars sortent écoute, des bâtons de hockey cassés, j'en ai vu plus que pas assez dernièrement. Des discussions de chambre de hockey, il y en a eu.
les gars cherchent les moyens, les gars veulent trouver une solution, puis c'est tant mieux si les partisans sont frustrés, sont pas contents. C'est ça qu'on veut aussi parce que on veut pas les lâcher non plus. On veut cette émotion-là, puis c'est ce qu'on va faire. Là. Ça s'en vient, puis il y a 4 games qui s'en viennent d'ici la fin de la saison. On va prouver qu'on est capable de retourner sur le droit chemin. Puis, écoute, ça peut être une très belle histoire là, jusqu'à la fin. Fait que ça peut être bien trippant aussi pour les partisans. Fait que on est content de vous voir encore nombreux au match. On vous demande de venir nous encourager. On en a besoin. Votre passion, puis autant que la passion que la frustration, on la ressent, puis on est là. Puis on va tout faire pour pas vous décevoir. Là. Céline Pilote qui écrit « On va être là pour vous, épervier un jour, épervier toujours. » Donc, les vrais partisans seront là jeudi. Exactement. Ils vont être là, puis non, ils ne seront pas déçus. Là. On va mettre les bottes de travail, puis on va s'arranger pour retourner sur le chemin de la victoire. Yes, sir. Fait qu'on va te souhaiter bon match jeudi pour le restant de la saison, puis des bonnes séries. Ah oui, écoute, le meilleur est à venir. Exactement. Une belle histoire de Cendrillon, peut-être, là, en perspective, sait-on jamais. Ben écoute, avec une belle rivalité Sorel-Laval, possiblement en partant, que demander de mieux? Yes. Merci beaucoup pour ta présence sur le podcast ce soir. Ça fut très intéressant. Merci à vous autres. Salut, bonne fin de saison. Yes, salut. Salut. Marc-Antoine Gélina des Éperviers de Sorel-Tracy qui est avec nous ce soir. Mm-hmm. Oui, merci à Marc-Antoine. Donc, quand même, là, c'est le fun d'avoir des joueurs qui ont quand même beaucoup de vécu dans la Ligue nord-américaine. Là. C'était le fun d'avoir sa perspective. Puis aussi, tu sais, on fait un peu le tour de toutes les équipes là, au fil des semaines. Donc, tu sais, des fois, d'équipes, ça va mieux. Des fois, d'équipes, ça va moins bien. Fait que c'est le fun aussi d'avoir un peu le pouls de la chambre là, pour les fans quand c'est une des équipes qui va un petit peu moins bien. Donc, de voir je pense, on a posé aussi les vraies questions. On a eu les réponses, les vraies réponses aussi. Là. Marc-Antoine nous a dit que dans la chambre, ça le dérange. Ça ne le dérangerait pas. Je pense que c'est là que ça serait troublant, là, peut-être pour l'équipe. Là. Puis, on a aussi le vote de confiance là, envers Christian Deschênes également, là, on a parlé là, de sa passion là, qu'il a transmis là, pendant toutes ces années-là aux joueurs. Donc, c'est sûr que pour des nouveaux joueurs qui rentrent dans la chambre quand tu es dans une transition, c'est ça. Là, ouais, ça, c'est un bon message, mais quand tu as des joueurs qui rentrent dans la chambre puis que justement tu es en transition, puis que il a parlé un peu, Gélina, quand Sorel était mûr pour gagner des coupes, tu rentrais dans la chambre puis c'était clair. L'aura, exact. T'sais. Fait que je pense que c'est un peu ça là, qu'il faut aller rechercher. Ça se fait pas malheureusement, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est sûr qu'il y en a des joueurs dans cette chambre-là qui ont encore cette aura-là. Je peux pas croire. Je me mets, mettons, pour les frères Malouin, là, eux, c'est sûr que ils prennent tellement ça à cœur. Puis c'est sûr que eux, ça doit être les premiers que les défaites, ça doit déranger. Un gars comme Philippe Desrosiers dans les filets qui a fait des Teams Canada. Junior, moins de 18 ans et tout, c'est pas un gars non plus qui est habitué de perdre. Fait que je pense que c'est là. Puis c'est sûr que je suis quand même l'équipe là, je dirais pas de proche, là, mais je suis encore pas très loin. Puis ça se voit que il y a un relâchement au niveau des pratiques, mettons, en milieu de saison, milieu de saison, mais je le vois que depuis, ça fait un bon 3-4 semaines que c'est ça, les pratiques, tous les gars sont là, puis que tu vois que c'est non seulement que les séries s'en viennent, mais que les gars prennent ça au sérieux. Mais c'est sûr que, comme il l'a dit, on a beau mettre les balles de travail au sérieux, des fois, ça prend un petit peu l'élément en chance parce que la confiance est encore fragile et tout. Je prends le match si on peut faire la transition vers l'analyse. Je prends le match de vendredi.
dans la première minute de jeu, premier chiffre, Antoine Waked qui se ramasse seul devant le gardien. Il ne réussit pas à la mettre dedans, malheureusement. Puis 30 secondes plus tard, Laval marque le premier but. Puis c'est 1-0 après une minute de Laval. Puis là, tu le sens déjà que tu es comme genre, fuck, pas encore. C'est plate, mais c'est un peu ça. Quand une équipe qui est hot, ben, Waked, il la met dedans, puis let's go, c'est parti, puis ça va être une grosse game. Là. Mais quand la confiance est fragile, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais, comme il l'a dit, l'équipe va continuer de travailler fort jusqu'à la fin de la saison pour redresser le bateau. Yes. Donc, pour la suite, Dave, est-ce que tu voulais qu'on parle de peut-être les matchs qui ont eu lieu là, lors du dernier week-end? En même temps, j'avais une petite note là, que j'avais rajoutée. Là. Ah ouais, vas-y. On va avec les notes. On va pouvoir parler également là, des matchs du dernier week-end avec ça, là, mais je me suis fait un petit... dans le calepin à Seb d'ici la fin de la saison. J'ai remarqué, dans le fond, 4 des 5 premiers pointeurs de la Ligue en ce moment sont des pétroliers, 4 sur 5. Nathan Larose, 5e pointeur, à 3 points de la tête, quand même, un défenseur. Ouais. Ben, Sacha Pokolok l'a déjà fait la saison COVID, je pense. Ouais, 19-20, en 2019-2020. Troisième point là, d'affilée sur les pétroliers. Dans le fond, là, lors du dernier week-end, on avait la chance de pouvoir être champion de la saison régulière. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des défaites et c'est l'Assurantia également qui ont gagné. Ouais. Les Marquis de Jonquière, 4 victoires d'affilée en ce moment. Meilleure séquence du circuit. Et on est revenu là, d'une séquence qui était à peu près la même chose, mais de défaite. Donc, on a ramené la barre du côté des Marquis et l'Assurantia, genre 3 victoires d'affilée. Donc, ça avait été bien lors du dernier week-end. Puis là, ben, ça, on en a parlé, mais les 7 défaites d'affilée là, pour les éperviers de Sorel là, en ce moment. On a fait le tour. On en a déjà parlé ce soir, là, mais dans le fond, ça, si on regarde un peu, je sais pas, le pouls des partisans, j'ai trouvé que, en tout cas, je sais pas si c'est juste le dernier week-end, là, mais on semblait dire que l'Assurantia allait bien par les temps qui courent. Mais si on regarde peut-être depuis le mois de janvier, c'est comme 7 victoires, 4 défaites, mais on est 4 victoires dans nos 5 dernières parties là, du côté de l'Assurantia. Ouais, c'est des grosses parties. On gagne de manière convaincante. Ouais. C'est ça, par exemple. Puis, tu sais, j'avais fait un commentaire la semaine dernière que je trouvais qu'on jonglait encore un petit peu trop avec l'alignement à mon goût du côté de Thetford Mines pour rentrer de façon solide dans les playoffs. Mais là, je pense que la fin de semaine dernière me fait mentir là, parce que je pense que là, ça commence vraiment à ressembler à l'alignement des séries là, dans le fond, pour les 2 fins de semaine. C'est sûr que Stéphane Fournier n'a pas joué le match de vendredi, mais il y a quand même une profondeur à Thetford. Sauf que je pense que vraiment, du côté de Thetford Mines, là, on est sur notre heure d'aller. C'est sûr qu'il reste encore 2 fins de semaine là, avant de rentrer en série. Fait qu'on veut pas, on veut pas piquer trop tôt. Puis ça, c'est un peu ce qui revenait à Laval aussi chez les partisans. Là, le fait de piquer trop tôt. Laval, là, qui décembre, janvier, était tout feu, tout flamme, même début février. Mais là, dans les derniers week-ends, une victoire, 2 défaites en fin de semaine. Fait que, les 2 week-ends d'avant aussi, c'était pas du jeu super convaincant, même si on réussit quand même à aller chercher des victoires. Donc, il faut faire attention. Là. On veut toujours... toutes les équipes veulent piquer au bon moment. Il y a les Marquis aussi qui jouent bien. Je pense que les Marquis, le fait d'avoir un Alexandre Picard en santé, là, ça manquait là, au début de la saison, pendant à peu près 1 mois, là, mais d'avoir un Picard puis un Paradis en santé, ça l'aide. Simon-Claude Blackburn, qui est revenu au jeu en fin de semaine aussi, avait manqué quelques matchs. Donc, du côté de Jonquière aussi, l'alignement là, des séries, disons, commence à prendre forme, là, les gros alignements. Donc, c'est un peu ça autour de la Ligue. Je prends Saint-Georges, même chose à Saint-Georges, ça a été un petit peu plus difficile. Mais quand on parle d'alignement de série, Francis Paré a joué les 2 matchs en fin de semaine. Donc, tu sais, c'est un joueur qu'on espère va être là à temps plein. On le sait, il a fait toute la différence l'année dernière. Michael Réaume aussi, qui est un joueur très,
très important pour Saint-Georges. C'est un joueur qui a de l'intensité, il n'est pas le plus gros, mais qui peut frapper et marquer des buts. Lui, avec, d'être là en fait. Gros week-end aussi. Un gros week-end, je pense, également. Lui. Ouais, il a connu un deux passes. Bon week-end. Fait que, tu sais, toutes les équipes, je pense que ça commence à... C'est ça commence à prendre forme. On veut tout arriver en série là, le plus fort possible. Donc, je pense que non, ça va être intéressant pour les deux derniers week-ends. Si je reviens sur les matchs rapidement, ben là, jeudi, c'est ça, le Thetford a gâché la fête à Laval. Donc, on avait la chance de clincher, comme on dit, à Laval. Il en manque pas gros. Là. Ils ont juste besoin d'une victoire à leurs 4 derniers. En fait, il en reste 3 matchs pour Laval. Donc, une victoire à leurs 3 derniers matchs là, pour clincher. Puis, il faudrait que Thetford gagne soit 4-4 pour finir la saison. Donc, tu sais, c'est quasiment fait. Mais Thetford a montré qu'ils vont vendre cher leur peau. Donc, c'était quand même un match très... Tu sais, pas un match jeudi soir. C'était un match intense. C'était un match le fun. Ensuite de ça, vendredi... On a parlé du match à Laval-Sorel, donc je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, là, Sorel en première. Puis c'est dommage parce que Sorel ont bien commencé. On perdait 1-0. On réussit à égaler. On a pris 2 mauvaises pénalités, ce qui est plate un peu parce que là, Laval a repris les devants en avantage numérique. Puis ensuite, on a enchaîné. Là, c'est une séquence de comme 5 minutes. Sorel n'était comme pas pantoute dans le coup. Puis Laval a marqué 2 buts back-à-back. Ça a fait mal. C'était rendu 4-1. Ce qui a été le fun, c'est que Sorel s'est ressaisi en deuxième période. On a quand même joué une très, très bonne période. Dominé Laval au chapitre des tirs au but en deuxième, mais c'est un peu le même refrain que même quand Sorel joue bien, on a de la misère à trouver le fond du filet. Fait que, en tout cas, ça va être de quoi un peu à bâtir dessus. Puis sinon, Sorel, quand je parle de points positifs qu'on essaie de trouver, ben Gabriel Bilodeau, 2 buts, une passe quand même. Et le deuxième, si c'était pas Nathan Larose, il serait le meilleur défenseur au niveau des points là, dans la Ligue nord-américaine. Donc, je pense que... J'avais une question pour toi, David. Ça va peut-être intéresser aussi les auditeurs. Mais je me demandais, je pense que les dernières années, là, on essayait, comme la dernière semaine, de peut-être garder... donner un petit break là, à peut-être des vétérans là, la dernière semaine, puis un peu de repos avant les séries. Là. Mais cette année, comment le calendrier est fait, c'est beaucoup de parties en fin de saison. Je pense que les joueurs veulent avoir joué, je pense peut-être un petit peu plus de games, avoir un momentum. Mais du côté de Laval, là, je pense qu'on a... je pense, Yann Sauvé qui a une blessure, Garrett Clark est suspendu 3 parties. On va avoir des défenseurs réguliers qui vont être obligés de jouer, mais c'est un peu ça ma question. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir peut-être des joueurs qui vont prendre un repos, là, peut-être plus le dernier week-end, ou bien on va vouloir tout jouer les parties pour rentrer dans les playoffs là, avec... À moins qu'il y ait des bobos là, vraiment à guérir, je pense pas qu'il y ait un joueur qui va manquer des matchs pour se reposer. Là. Il y a seulement 1 ou 2 matchs par week-end. Ouais, ça, si on a des petits bobos, là, je veux dire, si on a une petite blessure, on va peut-être skipper une semaine. C'est peut-être plus ça, je veux dire. Ouais. Peut-être, mais je pense vraiment que ça soit quelque chose de notable là, pour manquer. Parce que on veut pas, on veut arriver le plus en forme possible en série, tu sais. Donc, puis qu'on veut aussi que la machine soit bien huilée. Si on manque 1 ou 2 matchs, déjà que le calendrier est fait que. En tout cas, il est fait tel qu'il y a quand même plusieurs fins de semaine de seulement un match. Là. Ça, les joueurs, c'est un peu. On dirait qu'il y a des joueurs qui aiment ça avoir un peu plus de temps pour eux, mais il y a des joueurs qui sont comme non, je veux jouer 2 games à 2 fins de semaine. Là, c'est plate quand il y en a rien qu'une. C'est un peu mitigé, mais ouais. Fait que, il y a aussi, je pense, le Cool FM qui a le défenseur blessé par les temps qui courent. Ouais, ben Alexandre Gosselin, c'est un petit bout qu'on l'a vu. Simon Demers aussi, je pense que blessure, c'est Mathieu Gagnon est revenu, mais avait manqué plusieurs matchs. Donc, ouais, Cool FM ressemble un petit peu à l'année dernière. Cool FM, il a été arrivé là, coupé, clopé au niveau des défenseurs en série, mais ça avait bien été quand même. Donc, ouais, alors... à suivre. Puis sinon, ben Saint-Georges jouait à Sainte-Marie dimanche. C'est le fun de voir que il y a quand même une belle foule de plus de 1500 personnes. C'était quand même le fun comme
J'ai écouté le match, la moitié du match à peu près sur TV LNH en direct. Ça avait l'air vraiment le fun comme ambiance. Surtout un match du dimanche après-midi. C'est rare des matchs du dimanche après-midi. Puis je trouve que c'est quand même, je sais pas, je trouve que c'est quand même le fun un dimanche après-midi. Mais je vois le commentaire de Danny Charette. C'est sûr que j'espère que ça va se régler là, parce que c'est le fun un match, peut-être 2 à Sainte-Marie. Ça fait, je sais pas, ça fait changement. Puis c'est quand même un peu. Ça peut peut-être donner la chance à du monde qui habite en Beauce, mais peut-être un petit peu plus proche c'est d'attirer des gens pour la run des séries puis que pour descendre jusqu'à Saint-Georges. Mais j'espère justement là, là, on parle de le match de ce week-end qui s'en vient contre les Marquis. Il y a des bonnes chances que ça soit à Sainte-Marie aussi. Hein. Je pense que ça va être confirmé sous peu. Il n'y a pas rien eu encore qui a été confirmé du côté de l'organisation. Je vais regarder. Ça n'a pas été confirmé, mais en tout cas, ça s'enligne vers ça, malheureusement. Là, mais on va espérer pas, que ça... Pas de nouvelles encore positives là, du côté de la grève, en tout cas. On peut dire ça. On va surveiller peut-être les réseaux sociaux là, du côté du Cool FM. On va espérer au moins que ça se règle avant le début des séries. Je pense que ça serait ça le scénario idéal. Mais c'est ça. Puis, yes. Fait que sinon, en fin de semaine, 5 matchs. Donc, ça commence jeudi à Sorel, Thetford contre les Éperviers. Après ça, match retour le vendredi à Thetford Mines, Sorel à Thetford. Cool FM contre les Marquis de Jonquière vendredi à Saguenay. Eux avec, c'est un home and home, comme on dit. Là. Dimanche à 15h. Ben, sur le site de la Ligue, c'est à Sainte-Marie déjà. Donc, à 15h à Sainte-Marie-de-Beauce, fort probablement, là, sur le site de la Ligue, ça a déjà été changé, fait que j'imagine. Puis, les Pétroliers et les 3L qui ne jouent seulement qu'un match en fin de semaine, vendredi au Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup. Donc, après, en fin de semaine, là, il va rester 2 matchs à toutes les équipes. Le dernier week-end de la saison, ça va être simple, là, ça va être 3-3. Donc, 3 matchs vendredi, 3 matchs samedi pour y aller finir la maison. Ouais, c'est ça, Daniel. C'est sûr que il faut que tu transportes le stock si tu vas à Sainte-Marie du côté de Saint-Georges, parce que tout le stock de l'équipe est au centre sportif La Croix-du-Til. Fait que c'est sûr que ça. En tout cas. Mais à date, une grosse victoire contre Laval. Donc, ça porte chance. Ça a bien été. Si Saint-Georges gagne dimanche contre Jonquière à Sainte-Marie, peut-être qu'ils vont vouloir continuer de jouer là. On va rajouter des estrades dans les airs quelque part. Là. Ouais, exact. Good. Est-ce que tu as un petit quiz? J'ai un petit quiz. On va essayer d'y aller en rafale pour le quiz, mais on a parlé avec Marc-Antoine Gélina qui a fait plusieurs équipes dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, dans le fond, on passait à travers 5 organisations. Donc, ma question, c'est nommer tous les coéquipiers que Marc-Antoine Gélina a eus dans la Ligue junior majeure du Québec qui ont joué dans la Ligue nord-américaine. Ben là, dans les 5 équipes? Oui, dans les 5 équipes, il y en a en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 7. Si on peut y aller en rafale. Là. Il y en a quelques-uns qui, je vais vous dire tout de suite. J'avais nommé Canel tantôt, puis... je veux dire gardien, excusez-moi, parce que juste coéquipier, excusez-moi, je me suis mal prononcé. Gardien, coéquipier gardien. Auxiliaire, là, tu sais, parce que, teammate de gardien. Juste coéquipier. Ouais, c'est ça. Puis, il n'y en a plus un qui goal dans la Ligue en ce moment. Il n'y en a plus un? Il n'y en a plus un qui goal dans la Ligue. Ça ne rajeunit pas Gélina, mais ouais. Ben, s'il était à Saint-Jean, il y a peut-être Marco Cousineau. Ouais, Marco Cousineau, c'en était un. Le Rocket, le Rocket de l'île du Bobby Nadeau, il n'a pas joué, lui, Bobby Nadeau? Non, il n'a pas eu avec le Rocket, par exemple. OK. C'est la seule équipe avec laquelle il n'a pas eu de coéquipiers qui ont joué dans la Ligue américaine. Avec les Foreurs, avec les Cataractes, il y a dû en avoir une coupe. On a un à Gatineau aussi. Gatineau. 1 ou 2 à Gatineau.
Donc, il y en a un autre qu'on a parlé dans l'entrevue avec qui a côtoyé à St. John's également. Donc, Karel Saint-Laurent. Karel Saint-Laurent à St. John's. Sinon, si on peut y aller là, peut-être un petit peu plus... il y en a un qui a gagné la Coupe Verdure avec Thetford en 2015, qui a même gagné le MVP des séries. Ça peut donner une idée. Sinon, les autres sont un peu plus difficiles. À Thetford. Sinon, il y en a 2 qui ont gaulé pour Saint-Georges. Un qui a gaulé à Trois-Rivières et un petit peu à Laval. Ouais, je pense un petit peu à Laval aussi. Saint-Jérôme, Laval. Puis l'autre, il a pas gaulé. Le dernier, il est tough, là, il n'a vraiment pas gaulé beaucoup. Il a fait quelques équipes. Tout le monde est sur HockeyDB, tricheur, il faut y aller de mémoire. On va aider un peu. Le plus difficile, selon moi, c'est François Lacerte, qui a joué quelques matchs là, dans la Ligue nord-américaine. Sinon, tu as nommé Caressana Marco Cousino. À Val-d'Or, il y en a un là, qui a quand même connu une bonne carrière, là, une belle carrière dans la Ligue nord-américaine. C'est Jérémy Duchesne, qui a gaulé avec le Cool FM là, pendant 3 saisons. Qui a été repêché dans la Ligue nationale également, qui a même gaulé un match dans la Ligue nationale. Donc, Jérémy Duchesne, qui était le gardien des Foreurs de Val-d'Or là, quand il y avait la grosse équipe, comme on dit. Alexandre Vincent, un autre case là, ouais. Alexandre Vincent, là, qui a gaulé aussi un petit peu avec le Cool FM également, qui était à Val-d'Or. Sinon, si on se transporte là, du côté de Gatineau, il y avait Maxime Clermont. Ouais. Donc, Maxime Clermont, là, qui lui aussi a été repêché dans la Ligue nationale de hockey, qui a été là, à Trois-Rivières. Je ne sais pas s'il a gaulé à Berlin. Il a peut-être, parce qu'il était avec Trois-Rivières quand l'équipe a déménagé à Berlin. Je pense qu'il a commencé la saison là-bas. Peut-être un des très, très rares goalers de la Ligue à avoir gaulé à Berlin. Puis, je pense le dernier, gagner la Coupe Memorial avec les Cataractes et gagner le MVP des séries dans la Ligue nord-américaine avec l'assurance, c'est Gabriel Girard. Denis Arsenault qui est mort. Il est mort, non. Il n'est pas vieux à ce point-là. Marc-Antoine. C'est chiant. Ouais. Fait que ça fait le tour. Yes, sir. Donc, voilà. Fait que. Bonne émission. Bonne émission ce soir, encore une fois. Marc-Antoine Gélinas qui nous a mis les points sur les i, les barres sur les t. Donc, yes. Ça a été très, très intéressant. Donc, est-ce que les éperviers ça va suivre? C'est quand même un bon test, l'Assurantia. Puis en même temps, le dernier match 8-1, veut pas, c'est quand même sur une mise en échec de Gabriel Lemieux qu'André Bouvet-Morissette s'est blessé. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs de motivation pour les éperviers dans ce match-là le jeudi. Fait que j'ai hâte de voir comment l'équipe va sortir, c'est sûr et certain. Il y a une petite note, c'est vrai, Dave. Dans le fond, le joueur du mois de février, depuis une dizaine d'années, là, c'est tout le temps le mois de février et mars qui est ensemble, parce que le mois de mars n'a pas beaucoup de... un demi-mois. Donc, dans le fond, ça aurait été habituellement, c'est tout le temps le premier mercredi du mois, ça aurait été demain, mais là, ça va être, dans le fond, un petit peu plus tard, là, je pense que c'est le... Ouais, mais pourtant, le mardi avant les séries là, qu'on va nommer. Pourtant, il y a quand même 3 week-ends de mars. La saison finit une semaine plus tard que d'habitude cette année. Ouais, c'est ça. Mais on m'a dit que ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça. Donc,
Ouais, non, ouais, ça a toujours été comme ça, mais cette année, c'est ça, c'est un petit peu différent parce que ça finissait plus tard. Mais, parfait. Fait que. Donc, on continue à suivre ça. Et de l'autre côté, suivez, suivez vos équipes. On remplit la cabane, que ce soit à Sorel, à Laval, à Sainte-Marie-de-Beauce, à Jonquière. Donc, merci à Marc-Antoine Gélina d'avoir été des nôtres ce soir. Merci aux nombreuses personnes là, qui ont été avec nous également. Là. Ça a été très plaisant. Merci Dave et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.